Bonjour, je suis Anise Nala. Bonjour, je suis Yannick Grostet. Bonjour, je suis Hélène V. Bonjour, je suis Didier Zuly. Bonjour, je suis Digli. Et vous écoutez La Voix des Bulles. Coucou les gens, on est au festival des Calanques et des Bulles pour la je sais plus combien de fois. Ouais, 7e ou 8e, un truc comme ça. Comme chaque année, et il fait beau. Et oui, il fait beau aujourd'hui. Demain, je crois que ça va être moins terrible. On s'en fout de la météo. Voilà, l'orga a été plutôt cool cette année. On a été bien accueillis, bien guidés, je trouve. Oui, ça change. Les années précédentes, on était mal accueillis, c'est ça que tu veux dire, Bah, Pierrick? c'était pas toujours top. Souviens-toi l'année où on a râlé. C'était l'an dernier, je crois. C'est l'an dernier. Voilà. Et franchement, et en plus, on a des testicules de Chewbacca vieux sur notre micro, ce qui est cool pour le vent. Et en fait, quand il frotte sa barbe dessus, Thio, on l'entend même pas. Exactement. C'est trop bon. Voilà, il aime bien frotter sa barbe sur les testicules de Chewbacca vieux. Bref, Enchaîne. on prévoit un festival assez sympathique. Alors là, il y a un truc un peu bizarre. Ils ont fait 2 espaces pour les dédicaces. Oui. On a un peu l'impression que c'est d'un côté les un peu connus et vieux, et de l'autre côté les jeunes et Serge Scotto. Et... non mais vraiment, tu regardes, c'est ça, où tu vas avoir Anne-Lise Nalin, Paca, les Fanzines, etc. Et Serge Scotto. Tu te dis, j'avoue, le choix me semble un peu étrange. Je sais pas si ça a été réfléchi ou si c'est lui qui a dit non mais moi je me sens jeune dans ma tête, je veux être avec eux. C'est Charlie et ses anges. Voilà. En tout cas. Merci Charlie. Pour cette 20e édition, je trouve qu'il y a un plateau plutôt sympathique, des auteurs assez variés et nombreux. Et puis une organisation qui m'a l'air un petit peu plus carrée pour le moment. Ils ont l'air moins dans le jus. Ouais. Bah, on a moins besoin de courir après les orgas, on a été bien accueillis. Bref, le festival s'annonce plutôt sympa et on espère qu'on n'en dira pas du mal dans la Allez, suite on y va. de ce podcast. Allez, au boulot. Nous sommes aujourd'hui avec Anne-Lise Nalin, qui est donc dessinatrice autodidacte. Tu es née à Marseille et on te connaît notamment pour Première Vendange et plus récemment Journal d'un enfant de lune. Anne-Lise, bonjour. Bonjour. Quelle voix suave. Ça change d'hier soir. C'est parce qu'on lui frotte notre nouvelle moumoute sur le menton et ça fait faire des trucs. Oh oui, c'est la moumoute Chewbacca, elle est bien. Comment s'est passée cette première année pour toi au Festival d'Angoulême ? La pire année de ma vie. J'ai commencé 2018 de façon très épique, on va dire. Mais sinon, ouais, ça a duré une journée et demie au lieu de 3-4 jours, je crois, un truc comme ça. Mais pourquoi ? pourquoi ? Parce que je me suis fait cambrioler. Hey Salaud. Ouais, salaud, ouais. Non, mais ouais, c'est... je reçu un SMS de ma voisine qui dit « Ouais, au fait, ta porte est ouverte. » Donc, ouais, 10 ans de boulot envolé, l'ordinateur, le scanner, tout ce que tu veux. Donc, ouais. Eh bien, non mais je m'en souviendrai plus toute ma vie. Ouais, première Angoulême, bon pas le dernier, on va se rattraper l'année prochaine, mais quand même, sinon j'ai pété un plomb, hein, tu vois. Non mais ouais, bon sinon c'était bien passé, hein, le 1 jour et demi, tu vois, c'était épique aussi. C'est déjà bien, t'as eu beaucoup de monde tout ça ? Ouais, franchement il y avait Petite Fille, on était à côté de Joris, toute l'équipe Kennes et tout. On avait bien rigolé, on avait bien mangé, on avait bien dormi aussi. Mais sinon ouais, c'était bien. Ça a bien équilibré, tu vois. Mais bon, un cambriolage ça va, tu vois, c'est que du matériel, c'est tous les fichiers, tu récupères des clients et tout, mais sinon tout ce qui est personnel, mais bon, ça va, ils ont pas abusé de ma lapine ou de mon oiseau, ils ont pas tout cassé. Non, c'est bon. Alors, la vie continue, les gens ont bien aidé pour la collecte. Oui, il y a une collecte qui a été organisée pour te remettre un petit peu en selle. Parce que l'assurance, on peut dire des gros mots ou pas ? Totalement. Oui, bien sûr, les enfoirés, tu vois, ils leur remboursent qu'un tiers du total, donc qui était volé. Mais ouais, merci les gens, les collègues et tout qui ont relayé. Les gens sont bien. Mais t'avais des travaux en cours parce que c'est ça surtout. Si j'étais en bouclage ou quoi. Non. Alors, j'ai eu la chance d'avoir justement terminé et envoyé tous les boulots finis avant que je parte, justement, juste avant que je parte. Donc là, j'avais officiellement fini tous les boulots, ou alors j'en commençais justement, mais tu vois, je devais lire les fichiers, tout ce qui est roman et tout. Donc là, j'ai eu de la chance, tu vois, dans mon malheur, mais non, c'est bon. Je me serais jetée par la fenêtre du premier étage, on laisse tomber. Hein. Pas possible, non, ça va. J'ai la chance, c'est bon. Tu as travaillé donc sur Journal d'un enfant de lune avec Joris Chamblin. Cette collaboration s'est passée comment ?
super bien. Franchement, on s'entend super bien avec Joris. Bon, elle a mis 2 ans et demi à sortir, mais parce que c'était de ma faute, hein, tu sais. Quand tu bosses trop, à un moment, tu fais un peu un burn-out, comme on dit. Hein. Mais sinon, Joris, il a toujours été là. Il m'a soutenu, il m'a supporté, il m'a... Génial, quoi. J'appelle papa numéro 2, tu vois. Donc, c'est de dire... Excellent. Et Marjorie, je l'appelle maman numéro 2 aussi. Donc, voilà. Non, mais ils sont... meilleure collaboration de ma vie. Puis on va continuer d'ailleurs. Hein, donc, pendant un petit moment en plus. Il y a une suite donc? Et oui, dis donc. Et j'ai envoyé la dernière page en fait, juillet, août. Il m'a dit, bah en fait, je suis inspirée pour le tome 2, peut-être un tome 3 aussi. Donc j'étais là, allez, c'est parti. Oui, papa. Oui, papa. Exactement. Du coup, l'éditeur était aussi content. Mais au final, on n'a pas assez développé la maladie. Tu vois, c'est 54 pages, mais une maladie aussi intéressante, on a envie d'en faire plus. Parce qu'à la base, ça devait être un plus gros projet. Donc, un 2e tome, il fallait, mais un 3e. Et puis, on va vraiment... on va s'éclater, puis on va toucher des choses un peu plus douloureuses pour la famille des malades et tout, donc ça va être bien. Ouais, c'était la suite de ma question. Qu'est-ce qui justement t'a plu, t'a motivé dans ce projet? Le fait qu'on découvre une maladie que je ne connaissais pas déjà à la base et que je dessine des ados, une ado surtout rebelle, que j'adore dessiner les ados un peu chiantes au début. Des souvenirs peut-être? Non, ma sœur était... Tu as une sœur? Oui, jumelle, que vous avez interrogée hier, qui s'est fait passer pour moi, n'est-ce pas? Pas du tout. De quoi? Non, ouais, c'était franchement, le sujet était intéressant. Joris, je sais que c'est quelqu'un de talentueux qui sait retranscrire les mots, les histoires, les personnages, c'est très réel. Et moi, c'est mon univers aussi, la réalité un peu. Et justement, c'était un duo logique, justement. Et c'était évident, tout simplement. Je sais pas, je me suis éclatée jusqu'au bout, quoi. J'ai envie de faire ça toute ma vie, tu vois. On va se paxer, je pense. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Exactement. Notamment sur ce bouquin-là, ton trait a beaucoup évolué, notamment ton travail des couleurs et ton travail d'ombre. On en a un petit peu parlé hors micro. Est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé par la discussion aussi, notamment peut-être avec Joris ou avec d'autres collègues dessinateurs? La première planche, en fait, c'était à peu près que des aplats, donc sans ombre, très très peu, pas de lumière. Mais Joris, il m'a dit, ouais, bon, c'est bien, hein, mais, tu vois... Bien, mais pas top. Mais, non, non, il a pas dit ça, il a dit, mais ça manque de mouvement, tu vois, d'un peu de profondeur, qu'il m'avait dit, exactement. Et je lui ai dit, écoute, je reprends les mêmes couleurs, mais je les travaille plus. Il m'a dit, et quand je renvoyé, il fait, ok, c'est bon, c'est parti. Du coup, ça m'a motivé à faire la suite. Et en fait, je m'éclatais, tu vois. Je me disais, plus ça va, plus je me reconnaissais aussi dans mon trait. Je me disais, ouais, en fait, c'est mieux, tu vois, plutôt que de pas de bâcler, mais de faire dans la facilité. Enfin, je dis pas que les aplats, c'est la facilité, hein, mais disons qu'avec mon style de dessin, fallait plus de détails, tu vois. Et plus détaillable, mieux c'est. Enfin, c'est comme si je me flageolais toute seule, mais j'aime bien, tu vois, donc ça va, tu vois. Mais c'était... je sais pas, c'est... disons que la BD, elle a mis 2 ans et demi, et en 2 ans et demi, il y a beaucoup de changements, tu vois. Par rapport à la première vendange, tu vois la différence. Là, avant, c'était du tradi, maintenant, c'est du numérique. Et le numérique, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est vraiment trop bien. Oui. Et justement, tu as changé aussi ton matériel? Ouais. Merci le cambriolage, hein, tu vois. Ça a aussi des bonnes choses. Oui, voilà, avec l'assurance, je me suis acheté une petite Cintiq 13 HD, tu vois, la petite Wacom. Publicité, merci. Et merci, hein, sponsorisé, hein, j'attends, hein, tu vois. Mais ça change la vie, quoi, de dessiner sur un écran directement plutôt qu'une tablette graphique à regarder l'écran et te péter le cou, le dos, tout ce que tu veux avec. Et je travaille 3 fois plus vite. Comme je vous disais, là j'ai fait un album d'illustration, un roman illustré en 1 semaine au lieu de 3 mois, parce qu'ils ne pouvaient pas décaler les deadlines malgré le cambriolage, tu vois. Donc en 1 semaine, je me suis fait mal, mais tu vois, c'est pas le même... pas la même qualité, tu vois, de bâclage que si j'avais fait avec une tablette... Bouclage. Oui, quoi, bouclage, oui. De bouclage que si j'avais fait avec une tablette graphique, ma petite Bamboo Fun avant qui m'a lâché parce que Wacom ne fait plus les drivers pour mon... Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, hein? Ça trash, c'est bien. Oui, dis donc. En plus, c'est la même marque. Quoi, ils font plus les drivers de leur ancien truc, mais les nouveaux, tu peux toujours les trouver, ils sont super chers. Mais oui, non, mais pour la Bamboo Fun. Mais oui, c'est la petite Bamboo Fun, quoi. C'est fun. C'est fun, la Bamboo Fun. Non, mais ouais, la Cintiq, ça m'a changé la vie, quoi. Plus jamais je reviens comme avant.
Sur, sur les enfants de Lune, justement, on imagine que Joris, lui, s'est renseigné. Mais est-ce que toi, tu es allé sur le terrain, rencontrer des associations, des enfants malades, etc. Pour ne serait-ce que pour avoir un peu de documentation sur les équipements qui doivent avoir un peu spécifiques. En fait, quand Joris m'a contacté, il m'a parlé de la maladie, il m'a fourni toute la documentation, il m'a dit tu regardes ce documentaire, tu regardes ce film, tu regardes ça. Et en fait, on était aussi en contact avec l'association qui nous a bien fourni et aidé. Mais malheureusement, on les a pas encore rencontrés. Parce que justement, comme ce sont des enfants, il faut l'autorisation des parents. Nous aussi, on travaille et puis ils sont pas forcément à côté. Et moi, j'ai pas forcément le budget pour me déplacer, n'est-ce pas? Mais non, faut organiser. J'aimerais bien, peut-être pour le tome 2, ça serait bien déjà. Et vu qu'on a reçu un prix déjà, j'espère pas le dernier, n'est-ce pas? Wink wink, tu vois. Donc, mais j'aimerais vraiment bien les rencontrer, puis faire m'amuser avec eux, parler, et puis apprendre un peu plus, quoi. Parce que ça serait bien aussi de encore mieux retranscrire la maladie et d'avoir les ressentis derrière, quoi. Parce que c'est pas la même chose que par mail, quoi. Voilà. Oui, carrément. Vous avez eu un retour quand même de votre premier tome ? Ouais, on a envoyé le PDF avant la sortie de l'album officiel. Et la présidente de l'association a lu le PDF, l'album, et a été hyper contente. Elle a fait lire aussi à son enfant et on a un très bon retour. Et même les enfants, les enfants et les parents de l'association, on a eu de très bons retours. Donc c'est bon. On était contents, justement. Moi, j'étais contente en tout cas d'avoir au moins que c'était approuvé par ceux qui étaient concernés, justement. Oui. Ouais. Ça donne une validité, une légitimité à ton travail. C'est ça. Il faut, c'est la vraie vie. On va pas, même si l'histoire est fictive, la maladie est réelle et c'est important. Ouais. Voilà. On passe à toute autre chose. Tu disais au début de ta carrière que ton trait ressemblait à celui de Guillaume Bianco. Guillaume est aujourd'hui le parrain du festival. Est-ce que tu estimes qu'il t'a volé ta place de marraine ? Est-ce que l'année prochaine, tu aimerais être marraine du festival ? Écoute, c'est papa numéro 3, donc... non, marraine, je pense que c'est un peu trop tôt pour moi, parce que quand je vois toutes les responsabilités derrière, je me dis, attends, on va un peu vieillir avant, et puis... Non, mais... ouais, c'est vrai que de voir un peu la personne que tu... plagiais, quoi, hein. Non, mais ouais, c'est vrai que... je sais pas, tu vois les personnes comme des dieux au début, tu vois. Et ensuite, tu dis, mais merde, en fait, ils sont humains, tu vois. En fait, c'est juste un pochetron comme toi. Je bois du jus de tomate, ok. C'est rien à voir, quoi. Il n'y a pas de la vodka dedans, non ? Non. non, mais ça fait plaisir de rencontrer, tu vois, des gens que tu admires et de faire ta fangirl officiellement, tu vois, en face. Plutôt que de stalker sur Internet ou quoi. Non, d'acheter tous les... Non, mais c'est... je sais pas, je sais pas comment dire, en fait. C'est comme si vous rencontrez votre dieu vivant en face et puis vous disiez, en fait, putain, c'est trop bien, quoi. Et vous mangez avec, et vous rigolez avec, et vous buvez avec, et puis voilà, tu vois, ça brise un mythe et à la fois ça rapproche. C'est ça, exactement. C'est comme Boulet au début, voilà. Bonjour madame. Non, mais je sais pas comment dire, en fait. Tu vois, au début, j'étais jeune, comme si j'étais vieille maintenant, tu sais. Elle est en fauteuil roulant et grabataire. C'est ça, ouais, mais tu fais un peu une idée en fait de la BD. Déjà, tu dis c'est pas possible d'être auteur, tu vois, c'est pas un vrai métier, parce que tout le monde te dit ça, et au final, t'es dans les coulisses et tu te dis, mais en fait, tout le monde est humain et tout le monde galère, tout le monde. Je sais pas, la vraie vie, quoi. Et tu rencontres les gens et je sais pas, ça t'inspire et ça te motive déjà. Et de voir des gens que tu admires par un et qui sont dans un festival avec toi, qui dédicacent avec toi, tu te dis, ah putain, c'est bon. Je me suis fait ma petite place, moi aussi. J'avais ma petite place. J'ai poussé des culs, hein, mais bon, tu vois ça. Tu as fait beaucoup d'illustrations pour des séries, pour des magazines jeunesse. Tu continues à en faire d'ailleurs. Question salope, c'est un choix de ta part ou c'est parce que c'est trop compliqué pour toi de rester trop longtemps sur le même projet, ou à l'inverse, tu as du mal à faire des choix dans ce qui t'est proposé ? En fait, je prends les projets qui m'intéressent, qu'on me propose et qui m'intéressent. Du coup, je dis oui. Et quand il y a l'illustration, par exemple, tu me demandes au Capi d'illustrer 3 doubles pages sur Harry Potter, je dis oui, bien sûr. Tu vois, donc, mais sinon, ouais, je peux pas faire que de la BD, je peux pas faire que l'illustration. J'ai besoin de raconter des histoires, donc je fais la BD, et j'ai besoin de souffler de la BD, parce que c'est physique, hein, les gens. On dirait pas comme ça avec la BD, c'est hyper phisique, hein. Mais j'ai besoin de dessiner autre chose que toujours le même personnage pendant 6 mois, 1 an. Et tout. J'ai besoin de faire l'illustration, déjà, ça paye plus vite. N'est-ce pas, hein? Pas forcément mieux, mais plus. Voilà, et ça fait plus de produits à côté. J'ai besoin de me diversifier, en fait. C'est même pas un choix, c'est un besoin, tout simplement.
Ouais, c'est un petit peu ce qu'on disait hier avec Guillaume, où sortir de son dessin traditionnel et faire un peu d'autres choses, c'est pas mal. Tu n'as jamais produit de BD de bout en bout en faisant le dessin, la couleur, mais aussi le scénario. Tu as des idées qui te viennent en tête, tu as des freins, t'as pas d'envie, ou au contraire tu as des envies, mais tu n'as pas encore trouvé le bon moment? C'est ça en fait. J'ai un projet sur la phobie scolaire, mais comme c'est un très gros projet et que je me sens pas prête à le faire, tu vois, parce que j'ai besoin d'apprendre de Joris comment créer un scénar, parce que c'est pas du tout le même métier. Moi je trouve ça le scénario encore plus dur que le dessin. Parce que le dessin, tu vois, tu as ton texte et je dis je le fais, hein, c'est bon, tu vois, c'est pas compliqué. Mais le scénario, tu as besoin de créer des dialogues réalistes, tu as besoin de créer les scènes, tu as besoin de créer tout en fait, tout simplement. Et j'ai besoin d'apprendre de papa numéro 2, que je vais appeler Sensei maintenant, tu vois. Et voilà, exactement. J'ai besoin d'expérience et pour créer mon propre personnage, que c'est vraiment, ton petit bébé, tu vois, c'est un truc que j'ai vécu aussi, donc j'ai besoin que ce soit parfait. Ça sera pas parfait, ça je le sais, et il faudra que je me lâche un jour, à un moment donné, que je me force et je dis, je vais pas le sortir à 50 ans, tu vois, ce truc quand même. Mais normalement, j'espère après journal, parce que je pense que je vais faire une petite pause et pour sortir mon propre projet, mais voilà. Et puis il y a d'autres trucs, mais c'est encore dans ma tête et j'ai besoin de réfléchir encore. Pour financer ça, justement, déjà, tu as pensé du financement, enfin, passer par l'édition classique ou alors passer par du crowdfunding? Disons que l'auto-édition, ouais, c'est... ceux qui étaient concernés m'en ont parlé, en fait, t'as besoin de faire l'éditeur toi-même, t'as besoin de contacter les libraires, t'as besoin t'as beaucoup de responsabilités que moi je me sens pas prête d'assumer parce que je n'y connais absolument rien. Déjà que pour remplir mes impôts c'est la galère, alors déjà tu vois, créer un livre de A à Z, moi je commence, tu vois, par le point P, tu vois, de P à Z, je veux bien, tu vois, mais à partir de A, c'est pas possible, tu vois. Peut-être un jour, si on m'apprend, en fait, faut qu'on m'apprenne. Parce que je peux pas faire en mode freestyle, vas-y, je fais un livre, et puis ça me ferait plaisir, mais j'ai besoin d'être dans une équipe et d'être... si je me lance en solo, je me noie, tu vois, c'est pas possible. Non, puis c'est bien de faire les choses un petit peu par étapes. Ouais. Quelle est ta dernière découverte en bande dessinée? Alors, la BD que j'ai... la dernière BD, je crois que c'était il y a 2 semaines, un truc comme ça. À Saint-Louis, c'était Onibi par l'Atelier Santo, Carnet du Japon invisible aux éditions Iseki Nisho. Hey. Merci. C'est un couple qui est au Japon et qui voit un peu les endroits magnifiques du Japon, et c'est trop bien illustré, c'est un peu mystique, c'est science-fiction, un peu surnaturel, et c'est les couleurs. Télé Santo, j'ai vomi l'arc-en-ciel sur le micro, là, poilu, tu vois. Mais déjà les éditions elles sont géniales. Tu vois, ils font tout eux-mêmes, justement, on en parlait. Et ils font des putains de bouquins avec de la qualité. Et rien que l'Atelier Santo, enfin, ils sont 2, tu vois. Ils m'ont expliqué un peu comment il y en a un qui encre, il y en a un qui fait la couleur. Et tu vois, c'est à l'aquarelle, c'est de l'encre, Colorex, un truc comme ça. Et tu vois ça, c'est trop beau. En plus, le Japon, moi, ça me passionne. La geek que je suis, l'ado qui ressort un peu, mais quand j'ai vu les pages intérieures, je me suis dit, putain, mais t'as envie de faire ça, mais il faut que je garde mon cycle, faut pas déconner, mais en fait, ça te donne envie de faire de la BD traditionnelle, mais rien que l'histoire, c'est passionnant, la qualité du livre, la qualité des pages, les couleurs, c'est... Prenez-les, très bien. Par contre, on peut l'acheter qu'en ligne, parce que comme ils font eux-mêmes, ils sont pas en librairie, donc allez-y, foncez. Mais merci beaucoup. Dis-nous où est-ce qu'on peut suivre ton travail? Alors, sur Instagram, sur Facebook, n'y allez pas trop, je poste plus rien. Sur mon blog, c'est pareil. Non, mais si vous voulez des dernières news, vraiment, c'est Instagram. Faut demander à sa sœur. C'est ça, exactement. Puis mon papa, ma maman, puis... non, allez sur Instagram, c'est là où je poste vraiment pratiquement tous les jours, donc voilà. Bon, on a un peu enchaîné, on s'est retrouvé à faire notre rencontre avec le parrain, Guillaume Bianco, qui vous sera bientôt publié en splash page. Il a été cool, il a parlé plein beaucoup. Ouais, et puis il disait des conneries et tout, et c'était drôle, on a bien rigolé. Ouais. Puis j'ai bien aimé son côté un peu vieux con aussi, tu sais, c'était mieux avant. Ouais, c'est ça. Enfin, c'était mieux avant, il a notre âge, mais il aime les trucs de nos parents, quoi. On aurait dû lui poser la question de Wu ou Led Zepp. Ouais, pour lui, c'était plutôt ça que Maître Gims ou Jul, quoi. C'est vrai. Oui, mais pour les mecs de 40 ans, mettre Gims ou Joule, c'est non. C'est non. Écoutez plutôt Bibuleux. Bref, voilà,
Les auditeurs de la période du Capitaine comprendront nos références. Là, on a rencontré quelques auteurs. On a un peu fait le tour. Il nous reste encore la grande salle avec les auteurs confirmés. Oui, puis là, pour le visiter. coup, Le Pôle Comics aussi. Et le Pôle Comics, oui. ils ont effectivement, on a parlé tout à l'heure de la répartition des espaces. Effectivement, c'est bien foutu. On se croirait un petit peu chez Ikea. On circule aux deux extrémités avec les deux pôles. Et au milieu, il y a les vendeurs de BD, les vendeurs de churros. Ils ont mis 2 magasins Paul de chaque côté. Ouais, deux pôles. Deux pôles. Ouais, il y a les food trucks, ça c'est cool parce que ça a l'air bon tout ce que tu fais. Ouais, il y a les food trucks On dehors. n'a pas mangé. Voilà. Bon, Mais on va y aller. allez, on est parti. On a encore petit des burger interviews. Ouais, un petit burger. Le burger de la mort. Nous sommes avec Yannick Grossetête qui a publié 90 minutes dont on vous a parlé dans le One A Club 171, qui est aussi dans le Axolot numéro 3 dont on a parlé dans le One A Club je sais plus combien. Numéro 4 déjà ? Putain, ça va super vite quoi. C'est très rapide et qui vient de publier Michel, French Loser ou French Lover, je sais plus le titre. Lover. Ouais. Bonjour. Bonjour, enchanté. Est-ce que, donc 90 minutes, c'est une bande dessinée qui nous parle de football, mais plus de football régional. Est-ce que tu es un fan de foot ? Je suis un fan de foot, un supporter de l'AG Auxerre. Donc c'est un peu dur la vie de tous les jours quand on supporte une équipe de Ligue 2. Tu sais, moi j'ai grandi en Corse, ils pensent tous un peu ce genre de choses. C'est pas faux. Avec Bastien, on est bien là. Est-ce que tu pensais que ton livre pourrait plaire à des gens qui aiment pas le foot ? Parce que moi c'est le cas, le foot j'en ai rien à foutre, mais alors vraiment rien, et j'ai vraiment beaucoup rigolé en le lisant. Ouais, bah, c'était un peu le but. Et j'ai aussi plein de potes qui n'aiment pas le foot et je l'ai fait lire à toutes sortes de personnes. Et, mais c'est vrai que c'est un bouquin qu'on peut lire sans connaître les règles ou sans vraiment s'y connaître quoi. C'est un projet que tu as utilisé pour démarcher l'éditeur ou tu as eu un coup de bol et on est venu te chercher ? En fait, c'est mon projet de fin d'études. Je faisais des études à Liège, à Saint-Luc. Et donc c'est mon projet de fin d'études et j'ai commencé à le prépublier dans Arg. J'ai signé le bouquin avec Arg et Arg a coulé. Et après c'est Pierrick qui m'a trouvé un éditeur, donc chez Tapas, à Delcourt. D'accord, tu étais déjà un peu à Marseille, tu vois, avec Arg. Ouais. C'est quoi ton truc pour faire des personnages expressifs sans dessiner de visage ? Ça, c'est un truc qui m'a un peu impressionné. Je trouve tes personnages très expressifs et tu dessines pas de visage. Comment tu fais ? Bah je mise tout sur le corps. C'est pour ça qu'ils ont des corps un peu flasques, comme un peu des poulpes, une sorte de poulpes comme ça. Et du coup, on peut leur faire des trucs marrants. Enfin, je sais pas. J'ai essayé j'en ai fait plein, jusqu'à ce que ce soit expressif au max. Est-ce que tu t'es inspiré un petit peu de ce qui avait été fait sur la Linéa ? Ça date, c'est assez vieux, parce que moi ça m'a fait penser un petit peu à ça au démarrage. Bah non, pas tellement. Je connais vite fait la Linéa, mais j'ai pas pensé à ça en le faisant. Sérieusement, ce style très minimaliste de 90 minutes, pourquoi est-ce que tu as choisi ce style ? Alors, je savais pas si tu avais un autre style, parce que j'avais lu que Axolot, et là je viens de voir ton nouveau bouquin, Michel, où tu as effectivement un autre style, donc on voit que c'est quelque chose qui a été réfléchi et choisi. Pourquoi est-ce que tu es allé dans ce style-là ? En fait, comme l'humour est assez absurde, je trouvais que rajouter plein de décors et faire des trucs plus réalistes, ça apportait pas forcément grand-chose. Et là, on se concentre plus sur la situation, vraiment l'expression des persos. Et aussi, c'est mon style un peu de récréation, quoi. Parce qu'il y a, par exemple, Michel, où je mets 2 jours et demi à faire une page. Et là, après, une fois que j'ai fini de passer plein de temps sur le dessin, ça fait plaisir d'aller sur un truc où je peux faire 10 planches en une journée, des dessins super simples, où je me prends pas la tête, quoi. Donc tu sors de l'école, tu prépublies dans Arg, tu as un éditeur qui est trouvé direct, tu sors un nouvel album, La Chef Glacial, tu te retrouves chez Axolot. Qu'est-ce qui s'est passé là ? T'as couché avec qui ? On veut savoir parce qu'il faut qu'on aille le voir. J'ai couché avec tout le monde, avec Flux Glacial, avec Alain Dingre, avec Pierrick Starsky, enfin... Ah non, Pierrick ? Ah ouais, même avec Pierrick ? Ah ouais, non, c'est... Et oui. Oh non, la tête de Tizak, elle parle... Oh non. Non, comment tu t'as fait pour te retrouver justement dans ce Axolot, justement, où on trouve souvent des noms assez connus. Toi, tu débutes, en fait. En fait, il passait en dédicace pour le 3 à Montpellier. Et donc, je suis allé faire dédicace sur mon exemplaire et je lui ai dit « Hey, j'aimerais bien le faire !» Et du coup, je lui ai envoyé un mail après avec mes dessins. Il m'a fait « Ok, j'aime bien, c'est parti !»
C'est Patrick Beau qui a fait le choix? C'est pas une recherche de l'éditeur? Non, c'est Patrick Beau, mais en même temps, je connaissais Marion Amir-Gagnon qui fait la collection. Parce qu'en fait, c'était pendant que je sortais 90 minutes, et fin Delcourt, machin, Oui. ça, tout se rejoint quoi. C'est toi qui avais choisi la thématique de ce que tu allais faire dans le Axolot? En fait, ils m'ont envoyé, je sais pas, une quinzaine de trucs différents. Moi, j'ai tout lu et je trouvais que c'est ce qui collait le plus à mon style graphique. Et même elle m'a poussé un peu à... Enfin, Marion m'a poussé à choisir ces scénarios-là. Bon, c'est vrai que c'était super chouette à dessiner. Donc là, tu débutes en tant qu'auteur professionnel. Tu arrives à vivre de ta BD? Oui, je suis pas super riche. Mais ça va, je paye mon appart, je remplis mon frigo et je vais boire des bières avec les potes. Donc ça va, C'est l'essentiel. clairement. Donc tu es jeune, tu t'es lancé dans la bande dessinée, tu as eu de la chance, j'ai envie de dire, d'avoir un éditeur rapidement. Est-ce que tu avais déjà réfléchi aux plateformes de financement alternatives? Je pense au crowdfunding, au mécénat avec Tipeee ou Patreon, etc. Non, j'avoue que ça m'intéresse pas trop. Au début, j'ai surtout essayé de bosser pour la presse, pour avoir des trucs réguliers, puis petit à petit, ça s'est enchaîné quoi, direct. Donc ça c'est cool, mais j'ai jamais pensé à faire de crowdfunding ou... Alors parle-nous un peu de Michel, parce qu'on a à peine eu le temps de le feuilleter, tu vois, pour le coup on n'a pas pu préparer de questions là-dessus. Qu'est-ce que ça raconte, comment t'es venue l'idée, et comment est-ce que tout de suite, c'était prépublié dans Fluide? Ouais, c'est prépublié et en fait c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est Lindingre qui m'a maqué avec Arnaud Le Gouefflec, qui a fait le scénario donc. Et donc alors Michel, c'est l'histoire d'un type un peu loser qui plaît à personne, il se prend des râteaux toutes les 2 secondes, on lui pique ses frites à la cantine. Vraiment, il se fait pas du tout respecter. Et du jour au lendemain, ça va devenir tombeur, tout le monde va être fou de lui. Du coup, ça va lui tirer plein de problèmes. Il va se rendre compte qu'un grand pouvoir, il faut avoir... voilà. Ouais, grande responsabilité, tout ça. Tu changes de style pour ton 3e album, tu pars sur quelque chose vraiment différent de ce que tu as fait avant. D'un point de vue de notoriété, c'est-à-dire que souvent tu reconnais un auteur à son style, t'as pas peur un peu que ça t'éparpille un petit peu, ou toi ton objectif c'est d'essayer d'expérimenter un maximum de choses différentes? Ah oui, enfin je me préoccupe vraiment pas de ça. Je fais plus mes BD pour moi que pour les gens, je pense, pour l'instant. Mais ouais, j'ai pas envie de me dire tiens, je vais faire ça toute ma vie. Non, j'ai aussi envie d'essayer un truc, je le fais quoi. Je me pose pas de limites. Quelle est ta dernière découverte en bande dessinée? Je dirais ces jours qui disparaissent. T'es le 2e, bordel, non? Ouais, mais c'est vachement bien aussi. Non mais on est d'accord, c'est vachement bien. Ouais, je trouve ça vraiment super. Je trouve l'histoire super. Ouais. Voilà, ça va être une année Timothée le Boucher, on avait eu droit à, comment il s'appelle, j'ai oublié, une année, enfin tous les ans on a toujours un seul gars qui ressort. Est-ce que si on veut suivre un peu ton actualité, ton travail, où est-ce qu'on peut avoir des informations? Chez sa mère. Sur Instagram, Instagram, quel est le nom de ton compte? Yannick Grossetête, Bah voilà. tout simplement. On est en plein du côté des librairies avec nos amis À l'ombre des bulles et Géraldine. Ça va Géraldine? Oui, ça va bien. On a eu une grande aventure ensemble l'année dernière. Avec j'étais bourré. Avec Steve, je crois. Oui, tout à fait. Voilà, donc voilà. Et j'étais pas le seul. Et là on profite, on est allé voir. On allait voir les planches originales d'LNV, c'est un truc de malade. Ça déchire. Voilà, si vous avez l'occasion, allez jeter un œil, c'est un truc... Non mais eux ils connaissent pas, c'est pas du comics tu vois. Bon, Non, et vous là, les adeptes de comics à l'ombre des bulles, c'est bien passé Le début a été difficile, mais la suite a été très bien, ouais, aucun souci. Ouais, le public était hyper content. Les artistes ont l'air d'être contents. En tout cas, ils reviennent demain. Donc, ça veut dire que ça va. Enfin, de l'autre côté, ils vont où si vous ne reviennent pas? Oh, bah, faire genre, oh mon dieu, j'ai la migraine, ou ah, j'ai eu un mail de Marvel, faut vraiment que je travaille. Donc, non, ça va, c'est cool, malgré le début qui était un peu compliqué. C'est une excuse qui tue ça. Non, chérie, pas ce soir. J'ai J'ai un mail de Marvel. Pas ce soir, j'ai Marvel. Non, J'ai Marvel ce soir, désolé, je peux pas. C'est plus crédible que ce soir, je peux pas, j'ai aquaponé. Oui. Enfin moi personnellement je risque plus d'avoir un mail d'Aquaponé qu'un mail de Marvel, hein, mais après chacun son truc quoi. Enfin voilà, donc il y a une bonne ambiance sur le festival, ça a l'air d'être une très très bonne année, un très bon cru. Ça manque peut-être un petit peu de visiteurs visiblement.
Ouais, enfin après, souvent on est en interview quand il est censé y avoir du monde. Et en général, le dimanche, il y a plus de monde aussi qui vient. En tout cas, ça a l'air d'être un bon cru, je disais, et vous êtes ravis de le savoir, vu que vous écoutez sans doute ça en différé, et que de toute façon, vous ne pourrez pas être là. De toute façon, je publierai ce truc-là après que ce soit fini. Donc, nous, on s'éclate bien. Hein. Enfin, il faut revenir l'année prochaine. Voilà, oui, mais l'année prochaine, le temps sera pourri. Tu vois. Ils sauront pas. Et on fera les vieux cons en disant franchement c'était mieux avant quand même. C'est ça. Bon là maintenant on a mal aux faim pattes. et on a soif. On va surtout essayer d'aller boire un apéro quelque part. Ça sera très très bien. Allez, au revoir. Allez, bonne soirée et à demain dans la joie et la bonne humeur. Je suis avec Hélène V, autrice de La Fille des Cendres, une bande dessinée qu'on a beaucoup aimée, dont on a chroniqué les 2 premiers tomes dans le One A Club numéro 171. Bonjour Hélène. Bonjour. Oui, ça fait bizarre d'avoir cette moumoute anti-vent qui se frotte sur notre nez. On vient de la voir, on est très contents, ça nous permet justement de faire des interviews dans le vent. Ça nous aide. Alors, j'ai un peu essayé de faire quelques recherches sur ton travail. J'ai vu que tu avais reçu le prix Raymond Leblanc pour ta bande dessinée. Alors, c'est quoi comme ce prix-là ? C'est sur un projet ou c'est sur quelque chose de déjà fini ? C'est sur un projet. Le prix Raymond Leblanc, c'est là pour aider les jeunes auteurs. Donc en fait, il demande un dossier avec 3 planches, une couverture et le scénario. Et d'après ça, ils vont juger ce qu'ils préfèrent. Donc chaque année, il y a un lauréat. Et ensuite, ils aident à la fabrication de la BD. Ils vont rester à nos côtés, ils vont nous conseiller. Moi, j'ai eu la chance aussi, vous connaissez sûrement Zidrou, un scénariste. C'était le président de mon jury. Et lui aussi, il a tenu à me suivre pendant 1 an en fait, sur la BD. Et il m'a donné des conseils également qui étaient formidables. C'était un vrai professeur, quoi. Et c'était, voilà. Mais l'équipe du Lombard m'a beaucoup aidée. Justement, t'avais juste tes 3 planches et ta couve quand tu as commencé ton projet, ou t'étais déjà plus abouti dans le scénario et beaucoup de recherche derrière ? J'étais carrément aboutie niveau scénario, même si j'ai apporté des modifications d'après leurs conseils après. J'étais aboutie niveau scénario, et c'est en voyant le concours, je le connaissais depuis longtemps, et ça faisait seulement la 2e année qu'ils avaient transformé un simple concours d'un lauréat qui va gagner d'après des planches une histoire courte, en carrément, ils l'ont transformé en publication au Lombard, donc ce qui était exceptionnel, quoi, et on touchait un contrat qui était digne d'un auteur déjà réputé, confirmé, ouais. Et voilà. Et alors du coup, j'ai donné on donne le début d'une histoire et on le développe ensemble, quoi. Justement, tu as eu cette aide, ce soutien. Il y a eu beaucoup de modifications par rapport à ce que tu avais en idée à la base. C'était que des détails. Par exemple, Harriet, elle a un frère, à la base il y en avait 2. Voilà, des petits détails comme ça. Et peut-être le plus important, ça a été le changement du titre, ce qui est pas mal quand même. Ça s'appelait à la base La Fille Cendrier. Et c'était uniquement... Alors, La Fille des Cendres s'appelle les cendres parce qu'elle a un pouvoir du feu, que derrière eux, il reste des cendres, etc. Et en fait, c'est aussi leur nom de famille, c'est Ashtree. Et ça signifie cendrier en anglais. Et alors du coup, je voulais faire un jeu de mots avec leur nom, La Fille Cendrier. Mon éditeur, et il avait raison, il a trouvé que ça faisait trop personnage où on laisse de la crasse dessus, quoi, personnage qui va absorber quelque chose de sale. Et donc on l'a transformé en La Fille Cendrier, ce qui est un peu plus... La Fille des Cendres, ce qui est un peu plus poétique. Voilà, donc pas d'autres modifications plus grosses que celle-là. Et en tout cas, de tous leurs avis, et encore aujourd'hui, de tous leurs avis qu'ils me donnent, ils insistent toujours sur le fait que c'est l'auteur qui a le dernier mot, qui va faire le choix final, quoi. Là, pour le coup, c'est carrément une série qui a été signée. C'est quand même aussi une prise de risque pour un éditeur. Il y avait juste un tome de signé au départ, j'imagine, et ensuite on espère que ça va marcher. En fait, dans le dossier que je leur ai présenté, c'était pour une série. Et donc c'est Gauthier au Lombard m'a demandé d'en faire un one-shot, m'a demandé si c'était possible. J'ai étudié la question, j'ai osé lui répondre je suis désolée, j'ai vraiment du mal à tout concentrer en 70 planches. Et il m'a dit d'accord pour 2 tomes. Et une fois qu'il fallait scénariser le tome 2, je lui ai proposé une version tome 2, une version avec jusqu'à un tome 3. Et
Il a bien réfléchi et il m'a dit ok pour 3 tomes. Et vraiment, de sa part, c'est une prise de risque très très grosse. Une prise de risque très grosse. Mais pour l'instant, là, le tome 2 est sorti. Le tome 3, il sortira en janvier l'année prochaine. Et donc, de ce que je vois, moi, des ventes, à mon avis, il doit pas s'en mordre les doigts. Voilà. Oui, donc en plus, ça marche, ça fait plaisir. Lier la piraterie et l'occultisme, c'est pas nouveau. C'est même un peu devenu cliché depuis Pirates des Caraïbes. Hein. Qu'est-ce qui t'a convaincu que ton histoire était originale? En fait, Le concours. J'ai un peu envie de modifier ton introduction, c'est-à-dire que c'est pas tant une histoire de pirate, parce qu'en fait, j'ai placé mon histoire pendant le déclin de la piraterie, et c'est juste que je voulais donner un background de pirate au personnage du père de Harriet, qui est très important, et parce que je voulais lui donner un côté rebelle, un côté au-dessus des lois, quoi. Et voilà. Et alors, je sais pas si mon histoire est originale, c'est pas à moi de juger de mon œuvre. Mais voilà, donc on s'intéresse plus à ce qui est occulte qu'à ce qui est pirate dans l'histoire, quand même, ouais. J'ai eu l'impression, en lisant un peu les noms des lieux, des endroits, que ça s'inscrit pas vraiment dans la grande histoire, que ça s'en inspire, que ça va chercher une ambiance, un thème, qu'on est dans un univers imaginaire qui est fortement inspiré de l'histoire réelle. Pourquoi ce choix ? En fait, mon histoire, c'est ce qu'on appelle une uchronie. C'est-à-dire qu'il y a un petit détail du passé qui chamboule le monde. Et c'est ça qui m'a attirée. C'était à la base de faire cette uchronie, vraiment. Parce qu'en fait, le détail visible au début, ce que j'avais dans la tête, c'était que les monstres marins soient une réalité et pas un mythe. Et après, j'ai réfléchi donc au fait pourquoi il y a des monstres marins. Et j'ai donc créé ce dieu Sétos, qui est un dieu abyssal, auquel tout le monde croit. Et du coup, je me suis dit, mais alors si lui, il est là depuis plusieurs millénaires, qu'est-ce qui aurait changé dans le monde ? Et donc, puisque tout le monde y croit, je me suis dit que, en fait, pour moi, les religions à un seul dieu n'ont pas fonctionné, et que les gens continuent à croire et continuent à l'époque de l'histoire à croire qu'il y a plusieurs dieux, ce qui est en soi un peu vrai. Et du coup, forcément, il y a tout le côté mythologie mésopotamienne, mythologie grecque, qui est super super présente. Donc par exemple, il y a des temples et pas des églises. Visuellement, bon, ils sont pas habillés en toge, ils sont habillés comme au 19e siècle, mais c'est surtout l'architecture qui est un petit peu différente. Et on le voit, non, vraiment le truc principal on voit, c'est les noms des villes. Toutes les villes sont transformées, elles sont réelles, mais Londres, c'est Londinium. Il y a Marseille, c'est Massalia. Il y a Naples, c'est Napolis. J'ai un doute, Napolis. Je connais plus mes leçons. Voilà. Donc, ouais. Et c'était sympa de travailler une uchronie. Ouais. J'aime bien que ça ait un rapport avec la réalité. Tu as eu la chance d'être publié suite à un concours. Est-ce que tu avais déjà fait d'autres tentatives pour être publié auparavant ? Est-ce que ça faisait longtemps que tu essayais d'être publié ? J'ai fait des tentatives de livres d'illustration. Moi, mes études, j'ai fait une section illustration. J'avais beaucoup d'amis qui venaient de la section BD de mon école. Et donc, j'étais aussi quand même extrêmement liée à la BD. J'ai même fait, dans mes projets d'illustration, j'ai fait 2 projets BD. Et mes profs les ont appréciés. Et alors, mais vraiment, au début, en sortant de l'école, c'était illustration. Et donc, j'ai essayé des dossiers, ça n'a pas fonctionné. Et je suis sortie de l'école. En fait, ça fait 4 ans que je fais de la BD. Je suis sortie de l'école il y a 9 ans. Donc, en fait, pendant 5 ans, j'ai fait autre chose. J'ai fait des gagne-pains. Voilà. Comme beaucoup de gens, peut-être. Et maintenant, tu arrives à vivre de ton travail d'autrice de BD ? Ou est-ce que comme beaucoup d'auteurs, tu fais autre chose à côté ? Comme beaucoup d'auteurs, j'ai un travail à côté. Et peut-être que j'y arriverais si je laissais tomber ce travail et si j'allais plus vite à faire mes planches, peut-être, mais ce serait quand même dur. Et mon deuxième travail, c'est professeur pour les enfants. Je donne des cours d'art plastique et de BD aussi, d'ailleurs. Et j'adore maintenant. Ça fait 4 ans, j'ai commencé en même temps que je commençais la BD. Et j'adore presque autant que la BD, c'est un plaisir pour moi. Donc je garde les deux pour l'instant. Peut-être un jour j'aurai un choix à faire et on verra si je pourrais faire que de la BD. C'est bien aussi de sortir de chez soi.
il y a de plus en plus de bandes dessinées en format numérique, qui sont même faits pour des formats natifs en bande dessinée numérique. Est-ce que tu t'intéresses à ce genre de choses-là? Est-ce que tu as un avis dessus? Est-ce que tu serais intéressé par tenter des expériences dans ce domaine? J'ai pas vraiment d'avis, j'ai qu'un avis extrêmement superficiel. J'ai croisé quelque chose comme ça sur Facebook, mais c'est des mangas. Ils proposent une lecture gratuite de début de genre 2 chapitres pour commencer, et ensuite il faut payer pour voir le reste. J'ai jamais vu ça en BD encore, mais ça doit exister en BD franco-belge. Et si on m'en proposait, je ne sais pas. J'aime tellement le papier, je soutiens tellement le livre en lui-même que ça demande quand même réflexion. Ouais. Ok, donc le tome 3 de La Fille Descendre en sort, tu m'as dit, en janvier 2019. Tu as d'autres projets sur le feu? Dans la tête. Et il faut que je me dépêche de lancer ça parce que nous, les BDistes, on n'est pas payés si on rend pas de planches. Donc quand j'ai fini mes planches, ce sera en octobre que j'aurai terminé le tome 3. Après, je ne suis plus payée, donc il faudrait que je commence déjà à faire un scénario et une histoire. Donc je vais lancer ça. Mais j'ai des idées, oui. Une idée qui se passerait à l'époque médiévale. Ouais. Quelle est ta dernière découverte en bande dessinée? Un truc vieux ou récent, mais que tu as découvert il n'y a pas longtemps, que tu as fait « Waouh, c'est trop bien !» Alors, je viens juste d'acquérir une BD qui s'appelle Tamara de l'Empika et je l'ai uniquement choisie. Alors ça m'arrive pas souvent. J'aime beaucoup lire quand même le synopsis d'une BD, mais là, je l'ai uniquement choisie pour le visuel, qui est vraiment, vraiment très, très beau. Et c'est un côté peinture, c'est un côté année folle, et vraiment, le libraire, pour le libraire, c'était un coup de cœur, donc j'ai aussi confiance à ce niveau-là que je pense vraiment que l'histoire sera passionnante, quoi. Ok. Ça répond pas vraiment à la question. Si, mais déjà, c'est une piste pour les auditeurs, pour aller chercher de nouvelles lectures, et puis nous aussi. Si on veut suivre un peu ton travail, ton actualité, où est-ce qu'on doit aller? J'utilise Facebook comme tout le monde. J'utilise Facebook et je ne mets pas souvent des nouvelles parce que finalement, quand on bosse une BD, c'est 1 an de dessin et des fois on pense à mettre quelques cases, quelques images, mais pas tout le temps. Et à côté, parfois, je fais des petites choses comme des illustrations pour Internet ou des faire-part ou voilà, là aussi, parfois je donne des nouvelles. Mais voilà, donc venez sur Facebook. Ne vous attendez pas à ce que je poste quelque chose toutes les semaines. Deuxième jour de festival, Thio nous a lâchement abandonné. Tout ça C'est un salaud. Ouais, tout ça pour aller tirer des joints dans sa salle de bain. Ouais, c'est ça. Il se fait des rails de joints en silicone. Voilà. On vient de faire notre conférence autour du féminisme. Franchement, Chope Nelly, elle est là, Nelly. Elle est là. Non, Nelly, ouais, voilà. On sait pas ce qu'on va lui poser comme question encore, on n'a rien prévu. Bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles? Nelly, et toi? T'as quel âge? J'ai 21 ans et demi. Et demi, j'aime beaucoup. Mais à cet âge-là, on compte les demi, c'est important. C'est important. Bon alors, à tes impressions sur le festival, puisque madame est quand même responsable du festival cette année? Et ouais. Mais je trouve que ça se passe plutôt bien, tout le monde a l'air content, on s'amuse bien. Il y a toujours 2-3 petits problèmes, mais c'est l'événementiel, du coup... Il y a un peu de monde aujourd'hui, malgré la météo qui se gâte un peu? Ben ouais, au final, là, votre amphi était plutôt plein, hein. Et il y a une masterclass qui est animée par Petit Luxe, c'est plutôt plein aussi. Il y a plein de gens pour le film là. Il y a plein de monde en dédicace là-haut, il y a du monde ici. Donc... tout le monde est content. On fera un point ce soir quand tu seras bien crevé. Ok. Quand tu auras des chiffres, on voudra des chiffres. On veut du chiffre. Je vais me renseigner. Voilà, et puis tout se passe bien sinon. Hein, c'est cool. Allez, on vient de faire une petite conf sympathique sur le féminisme, ça s'est super bien passé. On avait 4 autrices qui étaient très motivées, et qui avaient plein de choses à dire, c'était cool. Voilà, là il y a juste Rudy Spissert qui devait venir, qui sera pas là malheureusement, sans doute une histoire de train j'imagine, c'est un peu triste. Peut-être on va essayer de trouver une explication, parce que quand même c'est le fond du problème. L'enquête commence. Bonjour, on est avec Didier Zuilly. Didier, bonjour. Bonjour. Alors par rapport à bon nombre d'autres auteurs ici présents, tu as un parcours qui est un petit peu atypique, qui est moins proche de la bande dessinée, avec beaucoup plus d'influence du cinéma. Est-ce que tu peux nous faire un bref résumé de ton parcours professionnel pour nos auditeurs? En fait, curieusement, les métiers que je fais aujourd'hui, entre effectivement auteur, d'abord je me situe comme un auteur, des fois, parfois pour l'écriture cinématographique et parfois en tant qu'auteur illustrateur, donc de bande dessinée. C'est vraiment la confluence de mes 2 passions d'adolescence. Quand j'étais gamin, j'étais un fou de bande dessinée et j'étais un fou de cinéma.
Donc voilà, j'ai été voir Gottlieb quand j'étais gamin. Je faisais chier les réserves, voilà, pour aller les rencontrer dessiner, tout, etc. Fred, enfin bon. Donc vraiment, j'étais un fou furieux. J'habitais Paris, bon, c'était plus facile. Donc, alors c'est vrai que si je dessine depuis l'âge de 12 ans, j'ai mis beaucoup de temps à faire ma première bande dessinée, il y a 10 ans. Et là, effectivement, j'ai publié ma deuxième. Mais quelque part, je dirais que par rapport à votre question, c'est vraiment aujourd'hui la confiance. Bon, je ne suis pas tout jeune, on va dire ça comme ça, que de deux passions d'adolescence que j'ai réussi petit à petit à aboutir en fait. Tu es présent sur ce festival principalement pour ta BD Varsovie. Comment est venue cette idée Comment est-ce que tu as appris l'existence d'Emmanuel Ringelbaum et de ses écrits? En fait, j'avais une amie, puisqu'elle est disparue, qui s'appelait Sarah Kaliski, qui était une peintre vraiment extraordinaire, qui a eu son père donc déporté à Auschwitz. Et elle refusait d'être simplement peintre de la Shoah, bien que son œuvre quand même en témoigne, malgré ce qu'elle disait. Et son frère a dessiné plus de 500 planches sur leur histoire familiale d'enfants à Bruxelles, juifs donc, mais à Bruxelles. Et donc lui, il a dessiné, donc c'est des planches très très atypiques, mais vraiment extraordinaires, qui étaient entre un mélange de dessins naïfs, de textes, comme un documentaire sur la vie quotidienne. Il avait pris des milliers de notes comme ça qu'il a donc dessinées et écrites. Et j'ai essayé, vu l'ampleur de son travail qui était vraiment extraordinaire, j'ai essayé de lui trouver un éditeur. Et à l'époque, je réalisais des films, j'avais ma petite société de production et je n'ai pas réussi à lui trouver d'éditeur, mais j'ai réussi quand même à le faire exposer au Mémorial de la Shoah. Enfin bon. Et c'est en fait en travaillant sur la recherche d'éditeurs pour le travail de Jim Kaliski que petit à petit, je me suis mis à faire des lectures, donc Bruxelles, plus à l'est, la Pologne, etc. Que j'ai rencontré effectivement les écrits, le combat acharné d'Emmanuel Ringelbaum. Voilà, et c'est ça qui a été le moteur en fait. Quand j'ai découvert Ringelbaum, j'ai eu envie de raconter effectivement son parcours et cet extraordinaire investissement qu'il a eu et dont il a payé le prix de sa vie pour la vérité de l'histoire en fait. C'est ça en fait, si tu veux, voilà, pour la mémoire et pour la vérité en fait. Voilà. J'ai voulu raconter effectivement l'histoire d'une petite gamine qui avait été sauvée et qui est revenue à Varsovie 70 ans plus tard. Et c'est elle qui va raconter à des jeunes enfants dans un collège à Varsovie, qui va parler d'Emmanuel Ringelbaum et qui va dire un petit peu l'importance de ce monsieur-là pour toute cette période-là, parce que je pense qu'Emmanuel Ringelbaum est un monsieur très important que peu de gens connaissent. Et je suis content d'ailleurs que ma bande dessinée, vu les retours, le fait que les gens me disent « je ne savais pas qui était Ringelbaum » font partie des retours très positifs pour moi. C'est important. Ouais, je suis d'accord, le fond de l'histoire pour le coup est vraiment très intéressant et très utile pour la connaissance. Tu as utilisé beaucoup de techniques graphiques différentes dans cette BD. Pourquoi ? C'est un choix qui t'est venu parce que tu imaginais des choses différentes, parce que tu avais envie de faire plein de choses différentes. D'où ça t'est venu ? Alors en fait, curieusement, si je dois répondre techniquement parlant, je n'ai utilisé qu'une seule technique, c'est Photoshop. Donc en fait, j'ai travaillé essentiellement, d'abord, j'avais fait une trentaine de planches, je viens de l'univers traditionnel, encre, gouache, etc. Et j'avais commencé une vingtaine de pages, donc avec cette technique traditionnelle, encre, gouache, etc. Et je m'en sortais pas parce que telle planche, je trouvais qu'il fallait augmenter la taille de tel personnage, augmenter la profondeur de champ, enfin bon. Je fais exprès d'utiliser la profondeur de champ. Et donc en fait, finalement, j'ai été maquettiste pendant 10 ans, donc l'ordinateur je connais. Et Photoshop, alors je connaissais Photoshop en tant qu'outil graphique, je ne le connaissais pas qu'en tant qu'outil artistique. Et effectivement, au bout de 4-5 mois de travail, j'ai décidé d'utiliser Photoshop. Alors, donc je dirais que quelque part, j'ai utilisé qu'une seule technique, c'est Photoshop. Mais par contre, c'est vrai que j'ai voulu que ça reste du dessin. Et ce qui fait que j'ai utilisé Photoshop, il y a 300 outils à notre disposition. Moi, j'en ai utilisé 5-6 maximum, parce que j'ai voulu que ça reste du dessin. De temps en temps, effectivement, je me suis permis de faire des floutés, etc., des copier-coller de temps en temps. Oui, il y a des effets d'empilement et de collage aussi de temps en temps. Voilà, absolument. Effectivement, d'où ce sentiment parfois de collage.
Voilà. J'espère quand même qu'il y a quand même une unité globalement, hein, mais on peut ressentir ce que vous dites un petit peu, oui, pourquoi pas. Tu t'es justement, tu en as parlé, servi d'éléments du cinéma, chant, contre-chant, effet de bokeh, etc. De la profondeur de champ aussi en grand nombre. Pourquoi être venu sur de la BD pour raconter cette histoire plutôt que finalement poursuivre dans la production de films et la réalisation de films? Alors, au départ, quand j'ai commencé à écrire cette bande dessinée, d'abord, curieusement, plus je lisais des documentaires, des témoignages, des récits historiques, etc., à chaque fois que je lisais un livre, je notais, je prenais des notes, je notais, je faisais des croquis. J'ai fait ça depuis à chaque fois, bon voilà, c'est ma transformation, comme ça je lis un témoignage de quelqu'un, puis je fais des croquis. Bon. Donc j'ai fait beaucoup de croquis, et c'est vrai qu'après avoir fait 13 ans de production de films, j'en avais marre, j'avoue, d'abord de passer mon temps à rechercher des financements, parce que le cinéma coûte très cher. Voilà. Alors moi, j'ai pas produit des films de long métrage pour le cinéma, mais même des fictions courtes, même des documentaires, ça coûte très cher. Donc des fois, on passe 2-3 ans à chercher l'argent. Ensuite, il y a un travail que j'avais plus envie de faire, c'était d'encadrer du personnel. Parce que quand on est réalisateur de films, eh bien, le régisseur enfin bon, je ne veux pas nommer tous les métiers qu'il faut, mais bon, on passe tout le temps à driver comme ça, effectivement. Bon. Donc c'est très lourd. Et effectivement, là, pour le coup, on est metteur en scène, on est preneur de son, on est réalisateur, on est cadreur, on est électro, on est décorateur, effectivement, tout seul devant sa planche. Et c'est vrai que j'avais envie, après toutes ces années-là de gestion comme ça et de recherche de financement, c'est vrai que j'ai éprouvé un grand plaisir à être tout seul et à pouvoir gérer ça tout seul, ce qui n'est pas toujours facile, hein, parce que avec soi-même il y a des combats, mais en tout cas voilà, donc c'est un petit peu voilà un petit peu le choix que j'ai fait. Et pour finir par rapport à votre question, j'avais initié un documentaire sur Emmanuel Rigabou, parce que rien n'avait été fait sur ce monsieur, et le grand spécialiste mondial, je l'ai rencontré, et qui a écrit un bouquin de 700 pages sur lui. Il s'appelle Samuel Kassoff. Et il est passé à Paris au Collège de France pour faire une exposé un peu sur son livre. Et je lui ai dit, écoutez, voilà, j'étais vraiment à la frontière entre... Je finissais mon travail de réalisateur et je redémarrais mon travail de réalisateur de BD, j'allais dire. Voilà, donc, je fais, bon, voilà, lapsus, mais révélateur. Et il m'a dit, écoutez, c'est un très beau projet de faire un documentaire, mais j'ai déjà signé avec... il était américain. Avec une productrice, et j'ai pas le droit de parler à personne d'autre. Je dis, mais attendez, sur un sujet pareil, il n'y a pas de rétention d'informations à avoir. C'est quand même un sujet qui concerne l'humanité. Ce monsieur qui au mépris de sa vie, au péril de sa vie, a réussi à transmettre la vérité de l'histoire. On n'a pas le droit de dire, je parle à un tel, non, il faut transmettre. Mais oui, je suis désolé, mais vous savez, les Américains, les contrats américains. Voilà, donc en fait, voilà un petit peu. Donc c'est vrai que j'avais initié un documentaire sur ce monsieur. Et curieusement, ce documentaire, ma BD a été avant le film, puisqu'il va sortir bientôt. Ça s'appelle d'ailleurs, le documentaire a repris le titre du livre de ce monsieur, qui s'appelle « Qui écrira notre histoire ?» Parce que le livre de M. Kassoff sur Emmanuel Ringelblum, c'est « Qui écrira notre histoire ?» Who will write our history? Et ça va être une sorte de documentaire fiction. Il y aura des mélanges de documentaires, de parties fiction, qui racontent le combat acharné de Ringelblum pour la vérité de l'histoire, en fait. Ok, merci. Est-ce que du coup, maintenant que tu es revenu sur la bande dessinée et que tu as cette liberté de produire et de t'être concentré plus sur le côté artistique que sur l'aspect technique et gestionnaire, comme tu le disais, est-ce que tu as une autre BD en préparation? Oui, j'ai une autre bande dessinée en préparation. Par contre, en fait, tenant compte qu'il faut toujours tenir... moi, j'aime bien cette idée qu'en fait, l'œuvre d'avant sert à préparer l'œuvre d'après. Varsovie m'a demandé... Je dis 3 ans, mais en fait, c'est 4 ans. Entre les recherches, les lectures, les relectures par les historiens. Parce que je voulais... le travail d'écriture, de dessin, de couleur, etc. Donc moi, j'ai... Peut-être parce que c'est l'âge qui avance, j'ai plus envie de passer 3 ans comme ça... En tout cas, tous les jours, toujours. Parce que Varsovie a été vraiment un travail quotidien quasiment, pendant 3 ans, parce qu'il fallait livrer 5 planches par mois à mon éditeur. J'avais le contrat comme ça. Et vu la technique un petit peu, comme graphiquement un peu lourde quand même,
beaucoup effectivement, comme vous l'avez dit, beaucoup de traits, beaucoup de dessins. Bon. Donc en fait, donc là, j'ai écrit une histoire qui réunit plein d'histoires courtes, mais il y a une trame fondamentale qui est le lien comme ça, la superstructure comme ça de ces histoires. Et donc j'ai écrit à peu près 7-8 histoires qui vont faire chacune 7-8 pages. Et toutes sont réunies, mais on peut les lire en tant qu'histoire unique. Voilà. Et donc là, je vais me renseigner un petit peu, voir un petit peu quels sont les mensuels ou les hebdomadaires qui pourraient peut-être publier ça en termes d'histoire unique. Qui ne va pas me demander d'être pendant 3 ans sur ma planche à dessin tous les jours. Et ça va s'appeler certainement l'histoire. L'histoire. Et puis à chaque fois, il y aura un sous-titre. L'histoire avec un grand H, comme ça, l'histoire. Voilà, ça va être une thématique sur la disparition d'ailleurs. Sur la disparition, c'est-à-dire en fait, une des questions c'est un scénario que j'avais écrit il y a 20 ans, mais je trouve qu'il est toujours d'actualité, c'est la question de si un artiste s'arrête de dessiner, le monde peut continuer à vivre. Pas de problème, personne n'est indispensable. Un cinéaste, un musicien, bon, pas de problème, un danseur. Bon. Mais imaginons que les œuvres d'art disparaissent, comme ça. Demain matin, les pages deviennent blanches, quand on ouvre un livre, les lettres tombent, etc. Voilà. Donc c'est cette thématique-là de la disparition. Alors, c'est la perte du symbolique. On est empli de symbolique, on ne s'en rend même pas compte. Mais alors, si on arrête de manger, on sait ce qui va se passer. On va mourir. Notre corps va mourir. Par contre, si on meurt du symbolique, qu'est-ce qui va se passer? La perte de la mémoire, la perte de la connaissance. C'est une thématique qui est assez vaste justement sur les différentes histoires. Comment est-ce que ces différentes histoires sont articulées les unes entre les autres? En fait, à chacune de ces histoires de 6-7 pages, il y aura quelque chose qui a à voir avec la disparition. En fait. Dans des univers différents. Il y a par exemple l'histoire d'un imprimeur, conducteur de machine, qui est imprimeur, qui imprime une bande dessinée. Et il éteint la lumière le soir, il rentre chez lui, etc. Et en fait, l'histoire il a imprimé jusqu'à la page 12. Puis pendant la nuit, les personnages de la BD se disent qu'est-ce qui va nous arriver là? Donc ils vont sortir de la BD pour essayer. Bon, voilà. Donc ça veut dire que là, il ne se passe plus rien, c'est du blanc. Voilà, donc voilà, par exemple, ça c'est une des histoires par exemple qui se passait. Il y avait du symbolique, une histoire, une BD, etc. Puis les auteurs, les personnages plutôt, pas les auteurs de la BD, se disent là, on n'a plus d'histoire, il va revenir, il va nous imprimer la suite, qu'est-ce qui va se passer, je vais te retrouver, je ne vais pas te retrouver, etc. Voilà une des histoires, effectivement, qui en même temps aura sa fin, enfin sa conclusion, et en même temps va faire partie de cette thématique-là, un petit peu de cette histoire que j'appelle l'histoire, comme ça, avec un grand H, comme ça. Voilà. J'ai lu quelque part que tu avais envisagé de mettre en bande dessinée L'Homme qui rit de Victor Hugo. Alors, L'Homme qui rit pour Victor Hugo, pour l'instant, c'est une URJ bloquée magnifique. C'est-à-dire que j'ai plus de 600 pages. C'est le plus long storyboard de ma vie, puisqu'en fait, au fur et à mesure que je lisais L'Homme qui rit, je dessinais. Donc effectivement, alors déjà, L'Homme qui rit, en livre de poche, je fais 600 pages. Donc d'abord, le storyboard, ça ne veut pas dire un dessin abouti. Donc c'est vrai que si je finalisais chaque dessin, effectivement, je pense que je n'aurais pas assez d'une seule vie, etc. Donc c'est vrai que j'ai à peu près 600 pages de... Allez, comme j'ai vécu à Marseille longtemps, je vais dire 400 pages. mais ils sont quand même bons. Donc effectivement, le dessin de L'Homme qui rit, effectivement. Et je suis en train de me poser la question de savoir, puisque j'ai déménagé là récemment, la semaine dernière j'ai déménagé, donc je me suis mis à refaire comme ça, à classer ce qui est important, pas important. Donc toutes ces 400 pages là d'Homme qui rit sont juste à droite de mon bureau là, de travail, et je suis en train de voir, parce que c'est juste impensable de faire un bouquin de 1200 pages sur un auteur peu connu. Voilà, c'est de voir un peu comment peut-être, c'est très triste pour Victor Hugo, mais si ça peut donner l'envie de lire L'Homme qui rit, qui est un roman peu connu, qui est magnifique. C'est une merveille. Donc voilà, voir un peu comment on pourrait faire, peut-être proposer à un éditeur, à partir de
une version entre guillemets expurgée de l'homme qui rit. Parce que 600 pages plus 100 pages. Donc effectivement, donc j'ai fait ça, je me suis aperçu que j'ai fait ça il y a 8 ans. C'est toujours là. J'aime toujours ce projet. Donc peut-être que je vais essayer de proposer ça à l'éditeur en disant voilà, est-ce qu'on peut pas faire une version où il y a peut-être une 40aine d'illustrations. Et en espérant que. Alors, la version expurgée, ça veut dire qu'on garderait quand même le texte de Victor Hugo. On ne va pas réécrire de Victor Hugo. Voilà, ça pas de reader indigeste. Ça va être et voilà, et peut-être des informations entre chaque épisode pour dire ce qui s'est passé. Bon, donc c'est problématique, c'est pas des questions, mais en même temps peut-être ça serait peut-être ça la réponse en fait. Voilà. Pourquoi avoir choisi cette œuvre-là justement, sachant que c'est quand même quelque chose qui a déjà été adapté, notamment à l'écran avec Depardieu, il n'y a pas très longtemps, et ça a été aussi une adaptation en bande dessinée par Morvan, il n'y a pas excessivement longtemps non plus, je crois que le 4e tome est sorti il y a 5, 6, 7 ans, quelque chose comme ça. Alors concernant l'adaptation effectivement de Depardieu, moi, je ne suis pas trop paranoïaque, mais n'empêche que c'était une œuvre, c'est un projet qui m'était volé. Bah oui, je peux le dire de façon très très précise. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, à l'époque, donc j'étais encore réalisateur et producteur de films, c'est donc, comme je dis, il y a une dizaine d'années que j'ai ce projet. Et le film existe depuis 4-5 ans. D'ailleurs, c'était un flop absolu. C'était le pire flop des 15 dernières années du cinéma français. Quelque part, je dirais que c'est moral. Non, mais en fait, j'ai contacté l'agent d'une réalisatrice de télé très très connue qui s'appelle José Dayan. Je lui dis voilà, L'homme qui rit, ça peut être une formidable série télévisuelle de 3 épisodes de 90 minutes, comme elle a fait Monte Cristo, etc., etc. Et pendant 6 mois, j'étais en relation avec lui, oui, ça l'intéresse, machin, nanana, etc., etc. Et finalement, donc, l'idée n'était pas mauvaise, puisqu'effectivement, 1 an et demi après, le film a existé. Donc j'étais très très étonné. Moi, j'avais déposé l'adaptation que j'ai faite, enfin, puisque en fait, d'abord, L'homme qui rit, le domaine public, il appartient à tout le monde. Et il se trouve que lorsque j'ai regardé un peu qui était le réalisateur, peu importe qui est-il, mais qui était l'agent. Il se trouve que l'agent du réalisateur, parce que les réalisateurs, comme les auteurs, ont des agents, c'était le monsieur avec qui j'étais en contact pendant 6 mois en fait. Donc, ça fait grincer les dents. En tout cas, bon, voilà, c'est une réalité, mais ce qui je trouve très très moral. Donc cet agent-là, il n'a pas proposé le film à José Dayan, en tout cas il a proposé à ce réalisateur-là. Et d'ailleurs, c'était très étonnant parce que quand j'ai vu le film qu'il existait au bout d'1 an et demi, je me suis dit, on ne peut pas faire un bon film. Il a fait 2000 entrées la première jour, ce qui est une misère. Donc je trouve ça formidable. Et on ne peut pas faire un bon film en 1 an et demi sur un sujet pareil. C'est impossible. C'est impensable. Et donc voilà. Et concernant effectivement l'adaptation de bande dessinée, je crois qu'il y en a eu, vous en avez cité une. Oui, il y en a eu 2 ou 3. Il y en a eu 2 ou 3. Il y en a eu 2 ou 3. Moi je dirais un peu, c'est comme l'histoire d'amour, des adaptations d'histoires d'amour, il y en a beaucoup. Donc je pense que quand on aime quelque chose, il n'y a pas les jeux. Alors, curieusement, au départ, comment j'avais fait dans ces cas-là, moi, je ne veux pas lire. Je sais qu'elles existent, mais je ne les ai pas lues. Je ne veux pas les lire. Ça évite d'être un peu aspiré de ce côté-là, ou de s'interdire des choses parce que ça a été fait. Absolument. Voilà, et je me souviens que j'ai quand même feuilleté 2-3 pages comme ça graphiquement. Il y en a eu la première, je ne sais plus laquelle, peut-être c'est celle que vous avez citée, que je trouve très belle au niveau graphique. Mais oui, et puis Shakespeare a été adapté par combien d'auteurs, je veux dire, et puis il n'y a pas que lui. Donc je pense que chacun a sa place. Et je trouve, à l'époque, je me rappelle, il y avait une mode comme ça avec les films de Carmen. Carmen a été aidé par Godard, par Franco, Zeffirelli, par un truc. Donc voilà, donc je pense que tout le monde, sur ces grands ouvrages comme ça, je pense que... Puis tant mieux, parce que je trouve que L'homme qui rit est un des romans de Victor Hugo les moins connus, et pour moi, un des plus importants en fait. Donc tant mieux. Et puis c'est un personnage qui a inspiré notamment le Joker, puisqu'on est dans un festival de bande dessinée, on peut en parler. C'est quand même, ça sort pas de nulle part. Voilà. Absolument, c'est vrai que le Joker, effectivement, de cette magnifique série, effectivement, est typiquement inspiré de... Alors, Paul Muni, en 1923, a fait Un homme qui rit, comme pour regarder sur Internet, qui est extraordinaire, et qui est muet.
Moi, je l'ai regardé, je l'ai regardé, etc. J'ai même copié sur DVD. Et effectivement, il est visible sur YouTube. Et il est très très beau parce qu'il est très émouvant. Et là, c'est une vraie œuvre. Je trouve que là, il a trahi Victor Hugo et donc il a fait une belle œuvre, quoi. Il n'a pas voulu coller au texte, justement, et il a fait une très très belle œuvre, je trouvais. Puis peut-être le noir et blanc, l'époque romantique et tout, donc ça fonctionne très bien. Donc Paul Muni, qu'on connaît Paul Muni dans les histoires de gangsters, Paul Muni c'est Scarface, je crois que Paul Muni, si, Paul Muni c'est un acteur qui a été très très connu pour les rôles de gangsters, donc Scarface, etc. Donc on avait fait un L'homme qui rit qui est juste extraordinaire. Pour ma part, au niveau de la sentiment, il y a un autre aussi qui a existé en Italie dans les années 70. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Peut-être en italien le uomo qui, je sais pas, Oui. Voilà. J'ai vu ça aussi. Voilà, donc c'est très bien que les gens s'emparent des belles choses. C'est très bien, je trouve. Bon, mais écoute, j'espère que ça pourra aboutir. On est dans les confidences, ta dernière découverte en bande dessinée. Alors, il se trouve que c'est pas parce que l'auteur est à côté de moi, il se trouve qu'il n'est pas assis à côté de moi, donc je peux parler de lui, il se sentira pas un truc. Il se trouve que c'est la bande dessinée Fatalitas. J'étais au Salon du Livre Historique il y a 2 mois à Paris, et alors c'est formidable parce que aujourd'hui je suis assis à côté de l'auteur, et à Paris j'étais assis à côté du dessinateur, de l'illustrateur, Julien Bonnier donc. Et donc Fatalitas, c'est une œuvre vraiment très très intéressante. Très très intéressante. C'était l'histoire un peu qui sur les batailles d'Afrique. Alors, puisque vous ouvrez les pages, là effectivement on voit les couleurs ocre que je trouve très très chaudes, très belles. C'est vraiment un travail magnifique. Et l'histoire est vraiment poignante, avec une sorte de un peu comme dire une tragédie ou puisque ça s'appelle Fatalitas comme ça, où l'histoire se termine en fait telle qu'on savait déjà qu'elle se déroulerait, parce que c'est la fatalité, c'est qu'en fait la fin est écrite presque avant même qu'on écrit le début, quoi. Et donc voilà, c'est la dernière œuvre que vraiment j'ai beaucoup appréciée, mais sinon c'est vrai qu'il y en a tellement qu'il y a vraiment des très très belles choses en fait. Il y a vraiment beaucoup de choses aujourd'hui. Fatalitas que vous pourrez retrouver dans le One Eye Club numéro... Vous chercherez, on l'avait chroniqué il y a un certain temps de ça déjà. Nous sommes avec les membres du fanzine Prout Mazout. Bonjour. Bonjour. Alors, tu travailles sur ce collectif, tu es illustratrice. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Donc moi je suis Béatrice, aka Eat l'elfe. Donc là on est un fanzine de bande dessinée sur Marseille. On est 4 personnes à travailler là-dessus. Il y a 3 illustrateurs et un écrivain. Dans les illustrateurs, il y a Nomen et Paula. Et l'écrivain, c'est Dr. Inc. Voilà. Ok, donc vous lancez un fanzine papier. Déjà, où est-ce qu'on peut trouver ce fanzine si on veut l'avoir ? Est-ce qu'on peut vous le commander ? Est-ce que les gens sur Internet vont pouvoir aller sur un site et dire « Ah, je vous envoie une enveloppe timbrée, vous me le renvoyez » ou un truc dans le genre ? Oui, complètement. Alors, on fonctionne bien par Internet. On a une page Facebook où on peut nous commander le fanzine via cette page. Après, on peut le donner de main à la main sur Marseille, parce que nous, on est basé sur Marseille. Il est disponible à la Réserve à Bulles et à Lollipop, ces 2 magasins sur Marseille. Sinon, c'est possible de faire des envois aussi par la poste, en France, à l'étranger, de partout dans le monde. Est-ce que vous avez une particularité sur ce fanzine, une approche spécifique, ou c'est juste un endroit, votre champ d'expérimentation, où vous faites ce que vous voulez ? C'est une libre expression pour le bon goût, en fait. Toujours le bon goût. Comme Noman le disait, en fait, Prout Mazout, c'est cool, ça rime avec pâté en croûte, mais surtout avec croûte. Et enfin voilà, je trouve que ça nous représente très bien. Mais non, mais c'est ça, puis je vois un peu vos papiers, va te faire cuire le cul, t'es chaude comme un panini 4 fromages, non, on voit une sorte de thématique poétique, profonde, fortement réfléchie. Vous êtes tous vraiment en amateur, ou est-ce que vous commencez à avoir des possibilités d'avoir des contrats professionnels dans le dessin ? Et déjà, est-ce que c'est ce que vous cherchez, ou est-ce que vous voulez juste vous faire plaisir à dessiner pour vous et votre fanzine ? Alors en premier lieu, déjà on est tous des amateurs, parce qu'on a tous d'autres... Enfin non, on peut pas en vivre quoi. Le fanzine, ça nous sert à s'exprimer, à faire un petit peu des conneries, à s'amuser, à rencontrer des gens aussi via les festivals, ça c'est chouette. Et après, bah oui, si on arrive à se faire voir, c'est toujours mieux, quoi. Ça serait vraiment très chouette. Après, le fanzine, là, il a qu'1 an, donc c'est assez jeune. Là, les Calanques des Bulles, c'est notre premier vrai festival où on est vraiment invité et qu'on n'arrive pas
en escroc et voilà, parce que la dernière fois on avait fait Soliasville, on n'était pas invités, on s'est placé à côté des poubelles. Donc c'est pour Prout Mazout, c'est pas mal. Là, oui, à côté du recyclage. Cette fois-ci, ils sont officiellement à côté des poubelles. Voilà, là c'est officiellement, on a une table et des chaises. La dernière fois on était par terre, donc on monte en grade en fait. Donc c'est vraiment très chouette, voilà. Donc on espère que la prochaine fois, enfin, on va voir ce que l'avenir nous réserve parce que. Les poubelles de l'Elysée. Pourquoi pas. Ouh, ça fait rêver ça. Bon, on est à l'époque d'Internet, vous sortez un truc sur du papier là pour vous faire connaître. Vous produisez un peu sur Internet, vous mettez un peu des choses sur Internet pour les gens qui sont loin de Marseille et que rien que envoyer un chèque ou un truc comme ça les gonfle. Sur la page Facebook, en fait, on met un peu des conneries, on met un peu l'actualité du groupe. Après, le contenu du fanzine lui-même, ça, il faut avoir le papier. Hein. Et voilà. Sinon, ouais, sur Facebook, on nous suit un petit peu, on met un petit peu des conneries. Il y a notre Dr Inc préféré qui fait de la divination, des choses comme ça, et plein de belles poésies qu'il met en ligne. Donc, Ou aussi des petites photos de mes voyages. J'ai raconté un petit peu ma vie, qui n'est pas forcément passionnante, mais qui est très drôle. Et toutes les conneries qui passent par la tête, je les écris. Donc ça, c'est disponible, que ce soit sur Facebook, etc. Oui, parce qu'après, sur la page du fanzine, en fait, on repartage les publications des 4 auteurs en fait, via cette page. Donc en fait, ça s'est alimenté. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc Prout Mazout, 2 numéros pour le moment. 3, il est où le 3 ? Je ne le vois pas, il est caché. 3 euros. Non, je dis 2, tu montes 3. Donc 3 euros, voilà, n'hésitez pas à aller sur leur page Facebook. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. On est toujours sur le festival et nous voici avec Digli, alias Maureen Wingrove. C'est ça. Ouais, trop fort. Bonjour Digli. Bonjour. Donc on s'était rencontrés, ou plutôt tu avais rencontré Pierrick il y a quelques années de ça. Depuis que tu l'avais rencontré, alors peut-être est-ce sa faute, je ne sais pas, il y a quand même eu un virage dans ton engagement, dans tes dessins, dans tes choix de scénarios. Pourquoi ? Est-ce que c'est des remises en question personnelles ? Est-ce que c'est une autre facette de ta personnalité ? Raconte-nous ça. J'imagine que c'est une autre facette de moi que j'avais et que j'osais pas déployer, et d'autant que le tout premier projet que j'ai voulu éditer, en fait, c'était un projet qui n'était pas du tout humoristique, c'était un projet d'une jeune femme dans les années 20, etc. Et à l'époque, on me l'avait refusé. Et en fait, on attendait de moi ce que je proposais sur le blog, qui était du contenu humoristique, quotidien, etc. Donc, tant que j'ai eu du travail là-dedans, moi, je suis allée avec grand plaisir là-dedans. C'était un bonheur, franchement. À 21 ans, j'avais ma première BD publiée. Enfin, je veux dire, c'était un rêve absolu. Et puis, au bout de 2-3 ans de parution, j'avais envie de revenir à mon amour de la littérature, de revenir à des questionnements que j'avais pu avoir au départ. Et au début, j'étais plus dans le questionnement de s'accepter soi-même. Point. Voilà, c'était pas du tout féministe, c'était juste s'accepter soi, être différent, etc. Et puis en fait, oui, effectivement, je dis effectivement au moins 4 fois de suite, avec mon parcours. Effectivement. Et il y a eu un moment où ces questions-là sur le sexisme sont devenues tellement importantes dans ma vie que c'était tout à fait logique qu'elles terminent dans mon travail. Justement, sur tes dessins de femmes, tu as une évolution dans la façon de les dessiner, plus de diversité, moins de stéréotypes ? Oui, et en même temps non. Enfin, c'est-à-dire que par exemple, une de mes premières BD que j'avais faites chez Fleurus, c'était 3 petites ados. Il y avait une jeune fille qui était métisse avec 2 blanches. Au départ, dans mon projet de diplôme, j'avais 2 personnages féminins principaux et la deuxième était une jeune femme qui était obèse. Donc en fait, j'ai toujours eu ces trucs-là. Simplement, ce que je me suis rendu compte des années après, c'est que pour les commandes, j'avais tendance à faire toujours le même personnage, et qui était une femme blanche, mince, et qui en fait était relativement, qui parfois me ressemblait. Et du coup, c'est ça que j'ai remis en question. C'est plutôt de me dire pourquoi je représente sans cesse la même personne, et en quoi ça a un impact, en quoi j'ai un rôle en tant que faiseuse d'images, en quoi ces images perpétuent certains stéréotypes. Donc effectivement, aujourd'hui, je fais plus attention, oui. Tu as travaillé également sur une quinzaine de cartes postales intitulées Mes égéries.
C'est venu d'où? Est-ce que c'était une envie personnelle? Tu avais une commande par rapport à ça? Est-ce que tu avais envie de mettre sur le devant de la scène des femmes qui t'ont inspiré ou que tu as rencontrées dans la littérature? C'est venu d'une envie. En fait, c'était des portraits de femmes que j'ai fait pour mon agenda 2014. Je fais des agendas avec Marabout illustrés et j'ai eu envie d'illustrer une femme par mois. Donc au départ, il y en avait 12. Je faisais le portrait de cette femme et sur la page à côté, sur la page de gauche, je faisais quelques lignes rapides sur qui était cette femme et que lire sur ou de cette femme. Et en fait, une fois l'agenda publié, je me suis dit c'est quand même dommage, c'est un objet qui va servir une fois et qui va être rangé. J'ai envie de sortir ces portraits et d'en faire autre chose. Et c'est là que j'ai proposé à l'éditrice à l'époque qui travaillait avec moi de faire des cartes postales pour avoir des portraits de ces femmes. Ça allait de femmes connues comme Simone de Beauvoir à la marquise de Casati qui était beaucoup moins connue, en passant par Kiki de Montparnasse ou Lou Andréas Salomé, Anaïs Nin. Et voilà, là c'est devenu ma galerie de portraits des femmes qui ont constitué un petit peu ma personnalité. Si tu devais en choisir qu'une et nous expliquer pourquoi? J'en choisirais 2 parce que j'arrive vraiment pas à trancher. Ce serait justement Lou Andréas Salomé et Anaïs Nin, très différentes. Lou Andréas Salomé, c'est une femme qui a été l'une des toutes premières psychanalystes, qui a été au contact de Freud et qui a été formée par Freud et ensuite par sa fille Anna Freud, qui était une femme lettrée, extrêmement intelligente, philosophe, et qui a côtoyé Nietzsche, Rilke, qui a eu une histoire d'amour fabuleuse avec Rilke d'ailleurs. Nietzsche, elle l'a demandé 3 fois en mariage, elle s'est pris 3 fois un vent et ça l'a rendu dingue. Et il a écrit Ainsi parlait Zarathustra à la suite de sa rupture avec Lou. Et en fait, Lou, elle est extrêmement contemporaine parce qu'elle a vécu en colocation avec 2 hommes, Paul Rée et Nietzsche, et c'était extrêmement mal vu parce qu'on est à la toute fin du 19e siècle et tout début 20e. Donc elle était vraiment perçue comme quelqu'un de très dangereuse et de très controversée. Et en plus, voilà, extrêmement intelligente et avec une volonté d'écrire et de révolutionner un petit peu le milieu de la psychanalyse par la suite. Donc Lou Andréas Salomé d'une part et Anaïs Nin pour toute autre chose parce qu'elle n'est pas en soi féministe, elle était très essentialiste, mais elle a eu une vie extrêmement critiquée aussi et très libre. Elle a écrit sur le plaisir féminin, elle a écrit sur ses relations adultères. En fait, elle a tenu un journal toute sa vie et ce journal, je crois que c'est le livre qui m'a le plus fascinée et le plus marquée parce que c'est la première fois que je voyais une femme vivre plusieurs histoires en même temps, avoir une espèce d'appétit pour le sexe et les hommes et de vivre ça avec une liberté hyper déconcertante. C'est-à-dire qu'elle était au-dessus des mœurs et elle était au-dessus de l'éthique. Et elle va très loin parce qu'elle a même une relation incestueuse avec son propre père. Et ça, c'est absolument affreux à lire. Et donc, c'est une grande... Elle était névrosée, hein, mais du coup, son écriture, c'est quelque chose qui laisse pas indemne, quoi. Au-delà des questions féministes, on peut constater quand même que tu as une véritable réflexion sur la sexualité et ta sexualité sans doute à travers ça. Ta rencontre avec Ovidie, je suppose, n'y est pas pour rien. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette rencontre ? La rencontre avec Ovidie, moi Ovidie c'est quelqu'un que je suivais depuis à peu près, je dirais 5 ans, depuis son reportage sur la vie d'après pour les femmes qui ont eu une carrière dans le porno et qui reviennent à une vie dite normale. Et en fait je l'ai rencontré à Angoulême. Je suis allée faire la queue pour me faire dédicacer sa BD qui s'appelait Petites histoires inavouables avec Jérôme Davio. Et en fait, elle m'a fait la dédicace, je suis repartie comme toute petite fan émue que j'étais. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'on éditait chez Delcourt toutes les deux. Et je me suis dit, il faut quand même que je fasse quelque chose. Et je lui ai laissé ma BD Forever Beach dédicacée. Je l'ai remerciée pour tout ce qu'elle m'avait aidé à comprendre. Et il s'avère qu'elle était en train de réfléchir, elle, au livre qui est devenu Libre. Puisqu'elle venait de terminer son reportage À quoi rêvent les jeunes filles sur la sexualité. Et elle cherchait une illustratrice. Et elle a lu Forever Beach. Et du coup, j'imagine qu'elle s'est dit que je ferais l'affaire. Et donc, on est entrés en lien, on s'est rencontrés. Et le projet a vraiment été... il a beaucoup muté. Et on l'a vraiment creusé toutes les deux. Comment s'est passée justement la collaboration et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, sur un plan aussi personnel ?
La collaboration s'est super bien passée. On a pris beaucoup le temps de discuter des différents sujets qu'on voulait aborder. D'ailleurs, les sujets ont bougé, ont changé. Il y a des sujets qui ont été rajoutés. Le chapitre sur les règles, le chapitre sur le sexe féminin aussi, il a été rajouté ensuite. Il y a eu une vraie discussion. Et une fois que la base a été un peu verrouillée, qu'on savait où on allait, on a chacune travaillé dans notre camp, parce qu'il faut savoir qu'Ovidie, elle a quand même tourné 2 films pendant cette année, et plus la promotion, enfin, elle a pas arrêté. Donc c'était dur de se caler. Donc une fois que tout était validé, on a travaillé chacune de notre côté. Et, donc elle écrivait ses textes, et moi je rebondissais avec des planches BD et des illustrations. Et ça m'a apporté dans ma vie personnelle simplement de me sentir beaucoup plus à l'écoute de moi et d'oser être totalement en accord avec moi-même, ce qui peut être... en fait, on peut être notre premier censeur, oui, complètement. Quelle a été l'implication de l'éditeur là-dedans? Est-ce qu'il vous a laissé carte blanche? Est-ce que vous avez eu des retours précis par rapport à ça? Vu que vous avez eu une évolution par rapport au cahier des charges initial, à l'envie initiale, comment ça s'est passé avec l'éditeur? C'était compliqué. En fait, ça a pris plus de 3 ans. Ce livre, on l'a signé, on a signé en 2014 le projet, et il est sorti en 2018. Bon, il est sorti fin 2017. Donc c'était très long. En fait, il faut savoir que notre éditrice de base a quitté Delcourt, donc c'est quelqu'un d'autre qui l'a récupéré. Mais de manière générale, on avait un feu vert absolu. Je pense que jusqu'au dernier moment, l'éditeur n'était pas certain du succès, puisqu'on a fait un tirage qui est un beau tirage, mais qui n'est pas non plus... en fait, on a été en rupture de stock très vite, donc c'était pas un si gros tirage. Il y avait quand même encore le doute. Et aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est qu'on nous dit « Ah mais oui, mais alors avec l'actualité, ça tombe bien ». Oui, effectivement, ça tombe certainement bien, mais nous, ça fait 3 ans qu'il était dans les cartons et qu'on désespérait de ne pas pouvoir le sortir. Chaque nouvelle rentrée littéraire, on se disait « Merde, on a encore loupé le coche. Allez, on laisse passer, on attend. » Et ça faisait 3 ans qu'on travaillait dessus. Et finalement, tant mieux, effectivement, que ce soit sorti maintenant. Peut-être qu'il y a 3 ou 4 ans, il aurait pas eu, on l'aurait peut-être pas vu à ce point-là ou entendu comme tel, je sais pas. Justement, vu que ça a quand même été un vrai succès, est-ce que tu as prévu de collaborer à nouveau avec Ovidie? Est-ce que vous avez quelque chose sur le feu? Haha. Ça veut dire oui. Je crois que ça veut dire un oui, mais je ne peux rien dire. Vous verrez. Est-ce que tu as envie de t'engager, de collaborer avec d'autres auteurs ou autrices engagés? Oui, complètement. Qui? Eh bien, il se peut que j'ai quelque chose dans les cartons avec Jack Parker. Qui est Jack Parker? Écoute, on est censé faire un petit peu d'infos, hein? Jack Parker, c'est une jeune femme, contrairement à ce que peut laisser penser son pseudo, qui a travaillé chez Mademoiselle, qui a été en tout cas connue chez Mademoiselle au départ, qui a bossé pour Golden Moustache, je crois aussi, et qui est féministe 2.0, très engagée. Et qui a écrit, là on a fait d'ailleurs un bouquin ensemble qui s'appelle, elle a monté une idée de bouquin qui s'appelle Lettre à l'ado que j'ai été. Elle a demandé à une trentaine d'auteurs et d'autrices d'écrire une lettre à l'ado qu'ils ont été, pour un peu décomplexer et essayer de se dire à soi ce qu'on aurait aimé entendre. Et tous les bénéfices des ventes iront à une association qui est anti-harcèlement scolaire. Donc c'était une super belle initiative. Et là on essaye de mettre en place quelque chose toutes les deux. Ok. On peut constater sur ton profil Facebook, mais également sur la couverture de mémoire d'une jeune guenon dérangée, une réelle préoccupation pour le poil. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est simplement que c'est un sujet qui cristallise un petit peu tout le sexisme ambiant, et c'est un sujet qui touche à l'intime puisqu'il touche au corps. Et c'est un sujet qui m'obsède parce que je vois que c'est un sujet qui obsède les gens. C'est-à-dire que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que parce que c'est un sujet qui reste épidermique, si je puis me permettre, c'est un sujet que je ne vais pas lâcher. Et en fait, aujourd'hui, il y a une espèce d'hypocrisie sur le choix des femmes de s'épiler. C'est-à-dire qu'on a tellement intégré cette norme qu'on est persuadé de s'épiler par choix. Mais évidemment, quand le choix A, c'est être épilé et être considéré comme quelqu'un de normal, voire de désirable, ou choix B, être un monstre, on va plutôt aller vers le choix A, qui est plus confortable. Chewbacca n'est pas du tout d'accord avec toi. Chewbacca, est-ce qu'il est genré, Chewbacca? Oui, absolument, c'est un mâle. J'attends la Chewbacca femelle. La Chewbaccette est poilue aussi. Ah oui, elle n'est pas du tout épilée du maillot. Ah, ça c'est bien. Non, voilà, en fait, c'est pas tant
c'est que j'aimerais vraiment tendre vers ce moment où notre épilation ou non sera vécue comme une coupe de cheveux. C'est-à-dire qu'on verra autant de types de pilosité féminine que de coupe de cheveux féminine. Or, pour l'instant, sur une plage, on est à 100% épilé. Et on ne voit pas de jambes de femmes pas épilées, on ne voit pas d'aisselles de femmes pas épilées. Et ça, c'est arrivé en plus assez rapidement, quoi. En 30 ans, on a bazardé tous les poils et on a oublié que fut un temps, c'était pas... voilà, on ne criait pas au loup quand dans un porno, on voyait un sexe non épilé ou des aisselles non épilées. Donc voilà, j'aimerais revenir à des vrais choix. Et de toute façon, avec Libre, c'est un peu ce qu'on essaie de faire, c'est de rien promouvoir comme étant un bon ou un mauvais choix. C'est juste de questionner les choses. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on reconnaît une injonction qu'on est capable de ne pas la subir. C'est-à-dire qu'on peut très bien reconnaître l'injonction à la maigreur, par exemple, et continuer de faire des régimes. On peut constater l'injonction à l'épilation et ne pas réussir à ne pas s'épiler parce que c'est trop dur. Donc moi, je suis vraiment dans cette position-là de dire je ne condamne personne. Personne n'est une bonne ou une mauvaise féministe de s'épiler ou de ne pas s'épiler. Par contre, pour moi, ce qui est être une bonne féministe, c'est juste reconnaître le stigmate, reconnaître l'injonction ou l'obligation et le diktat. Et décider ou non de faire quelque chose. Mais le reconnaître, c'est déjà beaucoup. En quelques années, tes publications ont pris un tour beaucoup plus engagé. Comment tu te vois d'ici, je sais pas moi, 4, 5, 6, 10 ans ? Bah là, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit mon premier roman, donc Mémoire d'une jeune guenon dérangée, qui est pour les adolescents. Et écrire, ça a été un vrai tournant. Et ça a été une vraie respiration dans mon travail. Donc je me souhaite de continuer à écrire parce que je renoue quand même avec un vieux rêve et c'est génial, c'est immense d'écrire, c'est génial. Donc je me souhaite d'avoir d'autres idées de livres et je me souhaite de faire un pont avec la littérature et le dessin qui sont quand même mes deux passions et que j'aimerais bien pouvoir beaucoup plus mélanger. Tu as quand même un nombre de commandes relativement conséquentes, que ce soit côté publicité ou côté couve ou côté roman ou côté bande dessinée. Donc je te pose quand même la question, est-ce que tu vis de ton travail ? Oui, j'ai acheté mon appartement. Félicitations. Waouh. Toute seule. Waouh. Oui, j'ai de la chance. Là, ça fait 10 ans que je travaille, ça fait 9 ans officiellement que j'ai mon numéro SIRET, donc on va dire 9 ans. Et je vis de ça depuis. Je n'ai jamais eu de travail à côté. On a de belles exceptions, c'est bien, ça fait aussi plaisir. Quelle est ta dernière découverte en bande dessinée ? Découverte ? La BD qui t'a fait faire un wow graphique, un wow sur le texte, un wow sur le fond. Ça peut être un truc vieux que tu as découvert il n'y a pas longtemps. Hein. Alors, on en parlait à la conférence, j'ai beaucoup aimé Idéal Standard de Aude Picot, que j'ai trouvé très pudique et très fin. Je l'ai trouvé vraiment très fin, mais comme tout ce que fait Aude Picot. Et je citerai quand même Les Culottés de Pénélope parce que franchement, ça manquait. Et c'est 2 livres qui font énormément de bien, qui sont drôles, qui sont percutants. C'est 30 portraits de femmes badass, de milieux complètement différents, d'époques différentes et de pays différents. Et ça va de l'intellectuel à la guerrière. Donc moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Bon, encore des contrats pour Pénélope Bagieux, donc. Où peut-on suivre ton travail ? Eh bien, aujourd'hui, essentiellement sur Instagram. Voilà, c'est Digli, Glittering Beach. On s'approche du final. Il a bien plu dans l'après-midi, mais la fréquentation avait l'air plutôt pas trop mal. Les gens sont pas mécontents. Ça commence quand même à remballer au niveau des stands, mais on a quand même eu un festival pas trop mal. Hein. Il pleut, bergère. Et oui, c'était un petit festival sympathique. Bien dommage qu'aujourd'hui, il pleuve. Voilà, c'est la journée pluie, c'est un peu couillon. Mais bon, il y avait quand même une bonne ambiance, c'était chouette. On va essayer d'avoir quelques infos concernant la fréquentation du lieu. Ouais, les orgas, on va les emmerder. On va un peu les emmerder, voilà. Et puis, mais bon, bonne ambiance. Comme toujours, des petits couacs à droite, à gauche, pas forcément de leur faute, de leur fait, mais c'est comme ça, il y a une organisation et puis il y a des ratés, des dérapages. Et des grèves de la SNCF. Des grèves de SNCF, des grèves d'Air France, et puis des grèves d'envie aussi de certains auteurs. Voilà, et donc on a un peu raté quelques interviews, on est un peu désolé. Puis en plus, si on a quand même eu une interview que vous n'entendrez pas, mais elle était bien.
En fait, vous l'entendrez pas, je sais. Enfin, on verra, on va négocier. Ouais, c'était une fausse vraie interview qui déchire. Mais bon, malheureusement. Qui déchire bien, ouais. Voilà, c'était juste un teasing pour... Pour un truc que vous n'aurez peut-être pas. C'était la jumelle maléfique. Ça y est, on a chopé Nelly, mais elle s'est mise sur une chaise à roulettes, donc elle essaie de s'enfuir. Nelly, c'est la chef de cette année du festival. Je la tiens. Thierry la tient, et on va enfin pouvoir lui poser plein de questions. Des chiffres, Salut des vrais. Nelly. Coucou. Alors, Non, ça ce va pas, festival... ça va pas, ça. C'est un coucou trop joyeux, ça. C'est un coucou beaucoup trop joyeux. Ce festival, c'était bien? C'est pas trop fatigué? Si, je suis extrêmement fatiguée, mais c'est un peu de ma faute aussi. J'ai bu des coups avec les auteurs hier soir et du coup je me suis couchée tard. Ça, c'est vraiment un truc à pas faire. Voilà. Mais c'est aussi un des rares moments où on peut en profiter. Mais oui, c'est pour ça qu'on fait ce festival aussi, c'est pour rencontrer tout un tas de monde, rencontrer les auteurs qu'on aime depuis toujours. Et pour boire. Et pour boire. Tu dis rencontrer des auteurs que tu aimes depuis toujours. C'était qui que tu voulais rencontrer? C'était Guillaume Bianco. Oh, d'accord. La fangirl. Ok, bon bah alors, pour le coup, mission accomplie. Alors ce festival, c'était quoi les trucs super trop bien que franchement ça marchait mieux que ce à quoi tu t'attendais et que t'es plutôt contente? Tout le monde était vachement enthousiaste. Même ceux qui râlent un peu d'habitude, ils étaient plutôt contents. Et j'ai eu que des bons échos des festivaliers qui sont venus me féliciter. Ils m'ont dit « Ah, c'est toi la chef de pro ». Et du coup, les retours positifs des festivaliers qu'on avait moins eu l'année dernière. Voilà. Et des auteurs aussi qui sont tous plutôt contents du week-end. On les a plus chouchoutés que d'habitude. Et maintenant, c'est quoi le truc qui s'est super mal passé, que tu t'y attendais pas, que ça t'a gonflé pendant tout ce week-end de merde et que franchement, plus jamais tu referas un truc comme ça? En fait, le truc qui m'a saoulée ne dépendait pas de moi. C'est la grève de la SNCF et du coup, on a eu plein de problèmes pour la venue des auteurs. Il a fallu prendre des covoiturages, tout un tas de choses au dernier moment. Mais on s'en est sorti, donc au final, tout va bien. Alors, si je refais un peu l'historique de ce festival, qui est un festival qui est organisé par une asso étudiante, qui est un projet étudiant, et donc ça change tous les ans, et donc tous les ans, c'est des nouvelles erreurs qui sont commises. Parce qu'il y a un petit manque de transmission, j'ai l'impression, entre les différentes années. Il me semble que c'est un festival qui a longtemps été en déficit, et l'an dernier, enfin, il avait réussi à retrouver un équilibre. Et cette année, ça semble parti comment ? Ça semble plutôt bien parti parce qu'on est déjà arrivé sur le festival sans compter les bénéfices qu'on a pu faire sur le week-end. On avait déjà pas mal d'argent, on a eu pas mal de subventions et notamment du Crous qui nous a pas mal aidé et de différents organismes et du coup on partait déjà plutôt pas mal. Et après on a fait venir tout un tas d'exposants aussi et ça a fini de combler le truc. Et voilà, on a eu plus de dépenses que d'habitude mais aussi plus de rentrées d'argent donc tout va bien, normalement. Une nouveauté cette année, c'était les food trucks, c'est-à-dire que plutôt que de faire vous-même plein de gâteaux et des crêpes et les vendre, vous avez fait venir des gens sur des emplacements qui, j'imagine, ils ont dû payer. Ça a été un calcul compliqué à faire ou vous vous êtes dit, mais pourquoi on n'a pas eu cette idée plus tôt, parce que c'est trop bien? Les gens étaient plutôt contre mon idée de base, mais en fait, dans l'équipe bénévole, on est très peu nombreux et j'ai dit, on va pas perdre du temps pendant une semaine à faire de la cuisine, à faire des crêpes moches et des quiches dégueulasses. Et du coup... Ah, ça y est, vous le reconnaissez. Et du coup, on a pris cette initiative et après, tout le monde était plutôt d'accord pour dire que l'idée était sympathique. Ok. Je crois que... J'ai plus rien à dire, c'est bien, quoi. Vraiment, mais t'as été... Mais si, une dernière question, fréquentation. La fréquentation, ça a donné quoi? Alors, en fait, on a eu une perme comptage à cette entrée, mais on n'a pas eu de comptage à l'autre entrée. Du coup, sur cette entrée, on est à 1000 personnes. Sur l'autre entrée, on est à moins, mais on est aux alentours de 300 dans ces eaux-là. C'était quelque chose d'attendu ou vous attendiez un peu plus? On espérait plus, mais on savait que c'était plus de l'espoir qu'autre chose. Voilà. Parce qu'on avait une belle programmation, tout un tas de trucs, mais après, c'est toujours pareil, il y a plein d'éléments auxquels on peut rien faire, comme la météo du jour ou ce genre de choses qui font qu'il y a moins d'affluence. Il y avait un truc qui était vraiment bizarre, justement, sur le festival, c'est qu'il y avait 2 espaces de dédicaces, avec des auteurs d'un côté et des auteurs de l'autre, ce qui fait que ça crée un peu du mouvement, tu te baladais un peu d'un moment à l'autre, mais ça faisait vraiment quelque chose d'un peu étrange. Et surtout, comment est-ce que vous avez choisi quels auteurs allaient d'un côté et quels auteurs allaient de l'autre?
C'était en fonction de leurs réclamations. Moi, je vais être avec mon copain machin, et du coup, ça a permis de faire 2 espaces. Ils ont fait leur star, quoi. Ouais, tout à fait. Bah ok. Bah merci beaucoup Nelly. Donc on te revoit pas l'an prochain ? Quoi ? On te revoit pas l'an prochain ? Non. Tu sais qui va te remplacer ? Ouais, c'est Aloïse, mais elle est pas, je sais pas où elle est passée. Notre se prépare, elle est en train de glander et elle a donné des Non, elle pleure. Ouais. Non, mais je lui ai préparé un beau dossier de passation pour pas qu'elle fasse les erreurs que j'ai pu faire et voilà. Il est temps de conclure. C'est fini, c'est fini. Oh, on n'a pas fait la même chanson que d'habitude. On progresse. Voilà, c'est non, pas- merde, Ah, non, on a raté notre deux. Voilà. Oui, ce festival était fort sympathique en fait. Quelques petits couacs d'organisation, mais rien d'anormal. Non, rien d'anormal. Voilà, le seul petit reproche qu'on puisse faire, c'est que dans l'organisation d'utilisation de la salle de conf, on avait des créneaux qui étaient beaucoup trop serrés pour avoir le temps de bien aller au bout des choses et de remballer le matériel avant que la session suivante ne commence. Donc voilà, c'est vraiment le seul petit reproche qu'on puisse faire cette année. Bah, disons que oui, voilà, quand ils comptaient qu'on faisait une conférence d'1 heure, pour eux, c'est au bout d'1 heure, c'est tout bouclé, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne et on est sorti, quoi. Donc comme ça commence toujours en retard. Mais bon, globalement, c'était vraiment plutôt sympa. Oui, on a aussi été prévenus au dernier moment pour ce festival, c'est un peu les seuls défauts qu'il y a eu. Oui, et à la rigueur, je te dirais que c'était pas un mal parce que ça a été leur temps, leur timing, et que dans la mesure où ils nous ont pas demandé non plus une quantité de préparation de dingue, c'était pas la conférence sur les super-héros, donc voilà. Oui, mais bon, on aurait pu préparer un peu plus certains sujets et d'autres interviews Bien d'auteurs qui étaient présents, notamment ceux d'À l'ombre des bulles, qu'on regrette de ne pas avoir interviewé, parce qu'il y avait vraiment un très 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 beau plateau cette année. Et donc c'est un peu la faute de Mathieu aussi, quoi. Et voilà, ouais, il avait qu'à être là. Il avait qu'à être là, voilà, on était tout seul, Voilà, hier, il est venu qu'hier, il a fait le fanboy, et puis voilà. Il a pleuré sur son ménisque son ménix. Et a déménagé. Enfin bon, donc voilà, un très bon festival. On espère que vous avez apprécié cette émission en notre compagnie, qu'on vous a fait découvrir des auteurs sympathiques, que vous avez bien rigolé et que vous serez ravis de notre prochaine émission normale qui arrivera un jour peut-être, car comme on vous l'a dit, en ce moment nous sommes tous charrettes. Non mais là ça va être bien, franchement vous avez plein de choses à écouter, notamment des fausses interviews de... Ah non pardon, je peux pas le dire. Non, on peut pas la faire celle-là, on n'a pas le droit de la diffuser, non, c'est dommage. Elle est trop fausse, c'est dommage. Non, c'est dommage, voilà, on rater un grand moment. Ouais, voilà. Bon, maintenant qu'on a frustré tout le monde, on peut se casser. Merci à tous, ciao ciao. Bye bye, à l'année prochaine pour le festival. Untouchable, she was connected.